Les youtubeurs n'hésitent pas à prendre des risques extrêmes pour faire des vues, que ce soit à travers des cascades périlleuses ou des pranks audacieux. Mais parfois, ces dangers ont des conséquences fatales. Dans leur quête de célébrité, certains ont même filmé sans le savoir leurs derniers instants. D'accidents tragiques en live effroyables, ces histoires vraies montrent à quelle vitesse tout peut basculer. Préparez-vous à 2 heures de récits glaçants sur les morts les plus choquantes de youtubeurs décédés en tournant leurs vidéos. Le 22 décembre 2021, la communauté des influenceurs a été bouleversée par la perte de Maeva Ksaichiński, connue sous le nom de Mavachou. À seulement 32 ans, Maeva était mère de 4 enfants et avait rassemblé plus de 150 000 abonnés sur YouTube grâce à ses vlogs familiaux sincères et personnels. Mais derrière ces vidéos pleines de joie, Maeva traversait des épreuves immenses, subissant un harcèlement en ligne incessant qui l'a poussée à bout. Maeva partageait ouvertement ses difficultés dans ses vidéos. Le cyberharcèlement constant la faisait se sentir piégée, surveillée et menacée. Son avocat, Stéphane Jurana, a révélé qu'elle avait déposé une plainte pour harcèlement moral et abus d'influence le jour même de son décès. La plainte visait son ex-mari, Adrien Ksaichiński, qu'elle accusait d'utiliser ces plateformes pour inciter d'autres personnes à s'en prendre à elle sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Twitch et YouTube. Le harcèlement incluait des commentaires dégradants et de fausses accusations concernant son rôle de mère. L'histoire de Maeva ne s'est pas arrêtée avec sa disparition. Une enquête a été ouverte pour révéler toute l'ampleur du harcèlement qu'elle avait subi. Et de nouvelles parties civiles se sont jointes au dossier. Le 27 février 2024, Adrien et sa nouvelle compagne ont été placés sous contrôle judiciaire et accusés de harcèlement ayant conduit à la mort de Maeva. Pour la famille de Maeva et son dernier compagnon, Romain, cela représentait un pas vers la justice. L'avocat de Maeva, Stéphane Jurana, a commenté que ces accusations confirmaient l'existence d'éléments substantiels et concordants impliquant Adrien et sa compagne dans des actions ayant contribué au décès de Maeva. Il a exprimé un soulagement quant à l'avancement de l'affaire, rappelant combien celle-ci était restée longtemps non résolue. Adrien, cependant, a nié ces accusations. Son avocat, Laurent Mortet, a affirmé qu'Adrien rejetait fermement tout acte répréhensible et qu'il était déterminé à se défendre. Mortet a souligné la situation difficile dans laquelle se trouvait la nouvelle compagne d'Adrien, confrontée à des critiques virulentes et à des informations fausses diffusées sur les réseaux sociaux. Le parcours en ligne de Maeva avait commencé en 2013 et elle avait connu un grand succès en 2018, lorsque sa chaîne YouTube avait dépassé les 100 000 abonnés. Sur sa chaîne Mavachou, une maman sans filtre, elle partageait sa vie de mère de manière authentique et sans détour. En 2017, elle était également apparue dans une émission de télé-réalité, ce qui avait amplifié sa notoriété. À la fin de sa vie, Maeva comptait 151 millions d'abonnés sur YouTube, 90 millions sur Instagram et 38 millions sur Facebook. Cependant, sa vie personnelle était complexe. Elle vivait à Batilly, en Meurthe-et-Moselle, avec Adrien, et ensemble, ils géraient une entreprise de marketing et d'information tout en élevant leurs 4 enfants. En 2018, ils avaient même fondé une association caritative, pour une petite souris, pour soutenir des orphelinats. Mais leur relation s'était dégradée, menant à une séparation difficile. Dans les mois précédant son décès, Maeva avait déposé 5 plaintes contre Adrien pour détresse morale. Cependant, ces plaintes n'avaient pas donné lieu à des actions immédiates, ce qui avait accru sa frustration. Adrien, connu sous le pseudonyme Adrien Vlog and Blabla en ligne, avait publié une vidéo en réponse aux accusations, niant toute implication dans le cyberharcèlement. Il avait exprimé sa tristesse, affirmant qu'il continuerait à soutenir leurs enfants malgré son conflit avec Maeva. Adrien avait également accusé les médias et d'autres individus de générer de la haine et de diffuser des informations erronées. Dans sa vidéo, qui a accumulé plus de 140 000 vues, Adrien a lu des messages blessants que lui et sa nouvelle compagne avaient reçus après le décès de Maeva. Il a décrit cela comme une partie du harcèlement continu qu'il subissait et a promis de protéger ses enfants tout en combattant la négativité sur les réseaux sociaux. De son côté, le parquet d'Épinal n'a pas encore fait de déclaration officielle sur le décès de Maeva ni sur sa plainte contre Adrien. Sa famille et ses amis, cependant, sont toujours en deuil et espèrent obtenir justice et trouver un apaisement. La fin tragique de Maeva soulève des questions difficiles. Ces plaintes auraient-elles pu être prises en compte plus tôt ? Les plateformes de réseaux sociaux devraient-elles agir davantage pour prévenir le harcèlement ? Un soutien plus fort de sa communauté en ligne aurait-il pu faire une différence ? Ces interrogations non résolues mettent en lumière l'impact sévère du cyberharcèlement et l'importance d'y remédier.
Son histoire est un exemple poignant du côté sombre des réseaux sociaux. Les influenceurs comme Maeva peuvent inspirer des milliers de personnes, mais ils sont également vulnérables à la toxicité qui peut émerger en ligne. La perte de Maeva Ksachynski est une tragédie qui appelle à un monde numérique plus sûr et plus bienveillant pour tous. En juillet 2021, Albert Dirlund était en pleine aventure. À 22 ans, Albert était un youtubeur danois très apprécié, connu pour sa personnalité joyeuse et son contenu créatif. Ce mois de juillet, son travail l'avait conduit dans les Alpes italiennes. Il prévoyait de filmer une vidéo pour sa chaîne sur le mont Céceda. Mais Albert n'a jamais pu tourner sa vidéo. À la place, un accident dévastateur lui a coûté la vie. La montée d'Albert Dirlund vers la célébrité a débuté en 2016 lorsqu'il a rejoint YouTube et commencé à partager une variété de contenus allant de sketchs comiques à des clips musicaux captivants. Séduisant les spectateurs par son humour décalé, sa créativité débordante et son énergie contagieuse. Au fil des ans, il a rassemblé un large public avec plus de 170 000 abonnés sur YouTube et plus de 230 000 abonnés sur Instagram. Son approche énergique et souvent non conventionnelle de l'humour et de l'aventure plaisait aux spectateurs qui appréciaient son esprit créatif et audacieux. En 2018, Dirlund s'est même lancé dans le cinéma, jouant dans le film comique Team Albert, l'histoire d'un lycéen rêvant de devenir une star de YouTube. Le film a été bien accueilli et a remporté le prix Blockbuster Audience Award au Danish Film Awards en 2019, consolidant encore davantage la place de Dirlund dans l'industrie du divertissement danois. Malgré la légèreté caractéristique de son contenu, Dirlund était connu pour repousser les limites dans ses vidéos, souvent avec des cascades et des prises de risques. Certains de ses contenus ont même suscité des controverses pour leur audace, notamment lorsqu'il s'est rasé la tête ou alléché des escargots devant la caméra. Mais ces excentricités faisaient partie de ce qui le rendait populaire auprès d'un jeune public en quête de divertissement audacieux et sans concession. Son travail reflétait son attitude à la fois espiègle et intrépide, un trait qui l'a rendu attachant aux yeux de beaucoup. Ses fans adoraient son goût pour le risque, mais malheureusement, cette même audace l'a conduit à l'accident qui lui a coûté la vie. Le 28 juillet 2021, Dirlund tournait dans les Alpes italiennes. Plus précisément sur le mont Céceda à Val Gardena, une région connue pour ses falaises impressionnantes et ses sommets vertigineux. Accompagné de ses amis, Dirlund tentait de filmer pour sa chaîne sur un sentier de randonnée aux pentes raides et rocheuses. Mais alors qu'il filmait sur la montagne, un drame est survenu. Peut-être par inattention, peut-être par imprudence, Albert se trouvait sur un sentier de randonnée qui relie deux sommets de montagne. Ce sentier était escarpé et rocailleux. L'inimaginable s'est produit en un instant. Le jeune Albert Dirlund, de 22 ans, a trébuché et est tombé d'une hauteur vertigineuse de 200 mètres. Ses amis ont immédiatement alerté les secours. Un hélicoptère de secours a été déployé sur le champ. Mais l'opération a été compliquée par des conditions difficiles, notamment un épais brouillard. Lorsque les secouristes ont finalement atteint Albert Dirlund, le youtubeur a été déclaré mort sur place. D'après les rapports, la mort de Dirlund a été instantanée. Ses amis, ses collègues créateurs et ses fans ont exprimé leur chagrin en ligne. De nombreux hommages ont afflué pour ce jeune youtubeur avec des personnalités des réseaux sociaux danois, partageant des messages touchants en son honneur. Alors que ceux qui l'ont connu pleurent sa disparition, il célèbre également la joie qu'il a apportée dans la vie de beaucoup. La mémoire de Dirlund perdure à travers ses vidéos, un témoignage durable de sa créativité et de son humour. C'était le 26 juin 2017 à Hallstatt dans le Minnesota. Mona Lisa Pérez, âgée de 19 ans, était chez elle avec son petit ami, Pedro Ruiz, 3. Ils formaient un jeune couple profondément amoureux, toujours à la recherche de moyens pour se faire remarquer sur les réseaux sociaux. Leur chaîne YouTube proposait une variété de blagues et de cascades, certaines plus dangereuses que d'autres. Ce jour-là, ils ont décidé de filmer ce qu'ils espéraient être leur vidéo la plus populaire à ce jour. Malheureusement, la cascade a tragiquement mal tourné. Mona Lisa et Pedro se préparaient à tourner une vidéo où Mona Lisa tirerait avec un pistolet Desert Eagle de calibre 50 sur un livre épais que Pedro tenait contre sa poitrine. Pedro était convaincu que le livre arrêterait la balle. Il avait même montré à Mona Lisa un autre livre sur lequel il avait tiré et où la balle n'avait pas complètement traversé. Convaincu que leur cascade allait fonctionner, Pedro a installé 2 caméras pour capturer l'action. Une fixée à l'arrière d'un véhicule et l'autre sur une échelle.
Mona Lisa, enceinte de 7 mois à l'époque, était hésitante. Dans le transcript de la vidéo, on l'entend dire « Je ne peux pas le faire, chérie. J'ai tellement peur ». Pedro l'a rassurée en disant « Tant que tu touches le livre, ça ira. Allez ». Faisant confiance à la confiance de Pedro, Mona Lisa a visé et tiré à environ 1 pied de distance. La balle a traversé le livre et a frappé Pedro à la poitrine. Paniquée, Mona Lisa a appelé le 911 disant à l'opératrice « Nous faisions une vidéo YouTube et ça a mal tourné. S'il vous plaît, dépêchez-vous ». Malgré la rapidité de l'intervention des ambulanciers, Pedro Ruiz, âgé de 22 ans, a été déclaré mort sur les lieux des suites d'une seule balle tirée dans la poitrine. Dans les jours suivant l'incident, la vidéo du tir, capturée par 2 caméras, est devenue une preuve clé dans l'enquête. Mona Lisa a été accusée d'homicide involontaire au 2e degré. Elle a plaidé coupable et a été condamnée à 180 jours de prison, qu'elle purgera par tranche de 30 jours chaque année pendant les 3 prochaines années. Elle a également été condamnée à 10 ans de probation supervisée et interdite de posséder des armes à feu. De plus, l'accord de plaidoyer lui interdisait de tirer profit de la vidéo du tir. La famille de Pedro était dévastée par sa mort. Sa tante, Claudia Ruiz, a déclaré à l'affilié de CNN, KVLI, « Ils étaient amoureux, ils s'aimaient. C'était juste une blague qui a mal tourné, ça n'aurait pas dû se passer comme ça n'aurait pas dû se passer du tout. » Le couple avait une fille de 3 ans et attendait leur 2e enfant. Mona Lisa a donné naissance à leur fils en septembre. Cet incident tragique a soulevé de nombreuses questions sur les extrêmes auxquels les gens sont prêts à aller pour la célébrité sur Internet. Le shérif Jeremy Thornton du comté de Norman a exprimé sa confusion déclarant « Je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'il pensait. Je ne comprends tout simplement pas la jeune génération qui cherche à avoir ses 15 minutes de gloire. » La chaîne YouTube de Mona Lisa et Pedro avait une modeste audience au moment de l'incident avec environ 218 abonnés. Leurs vidéos comprenaient des blagues inoffensives, comme Pedro grimpant à un arbre et tombant, et Mona Lisa lui donnant un beignet recouvert de talc pour bébé au lieu de sucre glace. Ils rêvaient de devenir des stars de YouTube avec plus de 300 000 abonnés. Dans leur dernière vidéo ensemble, filmée dans une foire, Mona Lisa a déclaré « Imagine quand nous aurons 300 000 abonnés ». À la suite du tir, un tweet de Mona Lisa datant du jour de l'incident a suscité une attention considérable. Elle avait écrit « Pedro et moi allons probablement tourner l'une des vidéos les plus dangereuses jamais réalisées. » C'était son idée, pas la mienne. Le tweet a été retweeté plus de 1000 fois et a reçu près de 1500 réponses, mêlant sympathie et critique. C'était le 3 mai 2023 sur l'autoroute Yamuna Expressway, une voie majeure reliant Agra à Delhi dans le nord de l'Inde. Le temps était clair et la route semblait idéale pour une virée. Agastya, un YouTuber populaire de 25 ans avec plus de 1,2 million d'abonnés sur sa chaîne ProRider 1000, faisait ce qu'il aimait le plus, rouler sur sa supermoto. Connu pour ses vidéos de grande vitesse et ses cascades sur sa Kawasaki Ninja ZX DXR, Agastya avait une immense base de fans. Cependant, cette journée ne s'est pas terminée par l'excitation habituelle, mais par un incident dévastateur. Agastya vivait à Dehradun dans l'Uttarakhand et avait transformé sa passion pour les motos en une carrière. Sa chaîne présentait des cascades audacieuses et des balades à grande vitesse, attirant des millions de spectateurs. Cependant, ces vidéos lui avaient aussi attiré des critiques et des ennuis juridiques. Plus tôt en 2023, Agastya avait été accusé de réaliser des cascades dangereuses sur des routes publiques à Dehradun. Malgré les avertissements, il avait continué ses balades risquées. Ce jour-là, Agastya se rendait de Agra à Delhi avec 4 amis. Il prévoyait de pousser sa Kawasaki Ninja à ses limites, atteignant une vitesse de 300 km/h. Sa moto, équipée d'un moteur de 998 cm3, produisant 197,4 chevaux, était conçue pour des vitesses extrêmes. Cependant, les routes publiques comme la Yamuna Expressway sont imprévisibles et à de telles vitesses, une petite erreur peut être fatale. Aux alentours du 47e kilomètre de l'autoroute, Agastya a accéléré, atteignant des vitesses incroyables. Tragiquement, des rapports indiquent que sa moto a percuté un séparateur de voies à une vitesse estimée de 300 km/h. L'impact a été catastrophique. Sa moto a été détruite et son casque, qui aurait dû le protéger, s'est brisé. Agastya a subi des blessures mortelles à la tête, les services d'urgence ont été appelés, mais il était déjà décédé à leur arrivée. La police de Tapal, dans le district d'Aligarh, a pris en charge son corps, qui a ensuite été transféré à l'hôpital Kailash de Greater Noida pour une autopsie. La nouvelle de la fin tragique d'Agastya s'est rapidement répandue. Sa dernière vidéo, mise en ligne le 2 mai, a été inondée de commentaires de fans choqués et attristés. Certains ont présenté leurs condoléances, tandis que d'autres ont réfléchi au danger de la conduite imprudente.
Un commentaire notait qu'Agastya avait appris à ses abonnés une leçon importante, conduire prudemment. La famille endeuillée d'Agastya a récupéré son corps après l'autopsie. La police a ouvert une enquête sur l'accident. Un ami, qui roulait avec lui, a affirmé qu'un camion aurait pu le heurter par l'arrière, mais cela reste à confirmer. La police examine les images des caméras de vidéosurveillance et de la caméra attachée au casque d'Agastya pour obtenir des indices. Cet incident a déclenché un débat houleux sur les dangers des cascades à grande vitesse sur les routes publiques. Bien que beaucoup aient pleuré la mort d'Agassa, d'autres ont critiqué son comportement risqué. Un utilisateur sur X, anciennement Twitter, a écrit que cette tragédie semblait inévitable, soulignant que la chaîne d'Agastya regorgeait de contenus liés aux accidents et se demandant pourquoi personne ne l'avait arrêté. L'accident a également servi d'avertissement pour la sécurité publique. Khalid Nathani, le surintendant principal de la police d'Aligarh, a décrit cet événement comme un rappel douloureux des risques liés à la vitesse excessive. La police d'Aligarh a exhorté les conducteurs à éviter les cascades dangereuses et à prioriser la sécurité routière. La mort d'Agastya a mis en lumière une réalité troublante. La vitesse excessive est une cause majeure d'accidents de la route en Inde. Selon les données du département des transports, Agra, près du site de l'accident, compte l'un des taux de mortalité routière les plus élevés de l'Uttar Pradesh. La vitesse excessive y cause plus de décès que dans toute autre grande ville de l'État. Les autorités insistent sur l'importance de limiter les activités à grande vitesse aux circuits de course. Contrairement aux routes publiques, ces circuits y sont équipés de barrières de sécurité, d'équipes médicales et de conditions contrôlées, réduisant ainsi le risque d'accidents mortels. Les routes publiques, en revanche, sont imprévisibles et comportent de nombreux dangers, ce qui les rend inadaptées aux vitesses extrêmes. L'histoire d'Agastya est un rappel des risques liés au dépassement des limites sur un mauvais terrain. Sa passion et son talent ont captivé des millions de personnes, mais sa perte souligne l'importance de la responsabilité et de la sécurité. Le soir du 25 juillet 2024, à Pune, en Inde, une tragédie s'est produite, choquant toute la communauté. De fortes pluies avaient contraint la majorité des habitants à rester chez eux et la ville était calme. Mais dans ce silence apparent, un événement terrible s'est déroulé. Arya Sri Rao, un adolescent de 15 ans vivant dans le quartier de Pimpri Chinchwad, a mis fin à ses jours en sautant du 14e étage de son immeuble. Son père travaillait au Nigeria tandis que sa mère, Swati Sri Rao, gérait le foyer et s'occupait d'Arya et de son petit frère. Arya avait toujours été un adolescent joyeux et ordinaire, jusqu'au moment où il est devenu obsédé par les jeux en ligne. Au cours des 6 derniers mois, le comportement d'Arya avait changé de manière radicale. Il avait développé une obsession malsaine pour les jeux en ligne, en particulier le Blue Whale Challenge, un jeu tristement célèbre depuis 2017 pour avoir été impliqué dans de nombreux cas d'automutilation chez les adolescents à travers le monde. Ce jeu comporte 50 défis, allant de simples tâches à des actes de plus en plus dangereux jusqu'à la dernière épreuve terrifiante, se donner la mort. L'addiction d'Arya à ce jeu est devenue évidente. Il était devenu renfermé, agressif et complètement immergé dans le monde virtuel. Ses parents avaient remarqué ces changements, mais n'avaient pas réussi à l'empêcher de sombrer dans un état d'esprit sombre et dangereux. Le soir du 25 juillet, tandis que la pluie tombait à verse dehors, Arya était restée dans sa chambre comme à son habitude. Ses parents, occupés à s'occuper de son petit frère, qui avait de la fièvre, l'avaient appelé plusieurs fois pour venir dîner. Il était brièvement descendu, puis était remonté dans sa chambre. Plus tard dans la soirée, un message glaçant est arrivé sur le groupe WhatsApp de la résidence. Un enfant venait de tomber d'un immeuble. Swati s'est précipité pour vérifier si Arya allait bien avant de le découvrir inerte au sol. Malgré son transport immédiat à l'hôpital, Arya a été déclaré mort à son arrivée. L'incident a profondément bouleversé sa famille et toute la communauté. Comment un garçon aussi brillant et intelligent avait-il pu mettre fin à ses jours de manière aussi tragique ? La réponse semblait se trouver dans l'influence sinistre du Blue Whale Challenge. L'enquête policière a révélé des détails troublants sur les derniers jours d'Arya. Un cahier retrouvé dans sa chambre contenait des notes codées, des plans de la maison et des croquis de l'endroit exact d'où il comptait sauter. Les mots Logout et XD y étaient aussi inscrits, probablement liés au jeu. La police a découvert qu'Arya était en contact avec d'autres joueurs en ligne, peut-être même sous l'influence d'un curateur, une personne qui aurait pu le guider dans le jeu et l'inciter à se suicider. Swati s'est souvenu plus tard à quel point Arya avait changé depuis qu'il avait commencé à jouer, disant un jour à sa mère « La vie et la mort, c'est pareil ». Ces signes de manipulation psychologique étaient là, mais n'ont pas été pris au sérieux à temps. La mort d'Arya n'était pas la première en Inde à être liée au Blue Whale Challenge. En 2017, Manpreet Singh Sahni,
Un garçon de 14 ans de Mumbai s'était également suicidé en sautant du 7e étage après avoir été influencé par le jeu. Le Blue Whale Challenge aurait causé plus de 100 morts dans le monde, avec des victimes en Russie, en Ukraine, en Inde et aux États-Unis. À la suite du drame, la police de Pune a lancé une enquête approfondie, faisant appel à des experts en cybersécurité pour tenter de débloquer l'ordinateur d'Arya et en apprendre davantage sur ses échanges en ligne, ainsi que sur là où les personnes qui l'auraient poussé à cet acte tragique. Le père d'Arya, revenu du Nigeria après avoir appris la nouvelle, a appelé à une interdiction définitive des jeux dangereux en ligne, comme le Blue Whale Challenge, exhortant les parents à être extrêmement vigilants quant aux activités numériques de leurs enfants. La mort d'Arya a provoqué un véritable électrochoc dans la communauté de Pimpri-Chinchwad, mettant en lumière la vulnérabilité des jeunes esprits et les dangers mortels que peuvent représenter certains jeux en ligne. Ce drame a ravivé les débats sur les risques du gaming en ligne. C'était une journée chaude de 2015 à Iași, une ville du nord-est de la Roumanie. Anna Ursu, une lycéenne de 18 ans, passait du temps avec son amie. Comme beaucoup d'adolescents de son époque, Anna était fascinée par les réseaux sociaux et adorait capturer des moments à partager en ligne. Ce jour-là, cependant, son désir de prendre la photo parfaite s'est transformé en un accident fatal. Anna et son amie avaient décidé de se rendre dans une gare locale. La gare était relativement calme, avec la plupart des trains à l'arrêt. C'était l'endroit idéal pour explorer et trouver des lieux uniques pour leurs photos. Anna voulait prendre ce qu'elle appelait le selfie ultime, une photo qui ferait sensation sur son profil Facebook. Elle imaginait une prise de vue audacieuse perchée sur le toit d'un train. Pour Anna, ce n'était pas seulement une photo, mais un moment destiné à impressionner ses amis et ses abonnés. Les deux jeunes filles ont grimpé sur le toit d'un train à l'arrêt. Elles riaient et plaisantaient de bonne humeur alors qu'elles se préparaient à prendre la photo. Anna a choisi une pose où elle s'allongeait sur le dos, une jambe levée en l'air. Elle pensait que cela donnerait une image dramatique. Malheureusement, Anna ignorait le danger qui se trouvait juste au-dessus d'elle. Au-dessus du train se trouvaient des câbles haute tension transportant une charge électrique immense. En prenant sa pose, sa jambe levée s'est dangereusement rapprochée des fils. Bien qu'elle ne les ait jamais touchés physiquement, elle est entrée dans le champ électrique entourant les câbles. La tension dans ces fils était d'un incroyable 27 000 volts, bien au-delà de ce que le corps humain peut supporter. En un instant, le champ électrique s'est déchargé dans le corps d'Anna. Des témoins ont assisté à une scène terrifiante. Un passant qui marchait près de la gare a remarqué les filles sur le toit du train. Il leur a crié de faire attention et de garder leur tête et jambes baissées. Mais ces avertissements n'ont pas été entendus. Quelques instants après son cri, une forte détonation a retenti. Le corps d'Anna était devenu un conduit pour la charge électrique mortelle, si puissante que des flammes ont jailli de ses vêtements. La force de la décharge électrique a projeté l'amie d'Anna hors du toit du train. Elle a atterri au sol, blessée mais vivante. Pendant ce temps, Anna était en feu, la chaleur intense consumant ses vêtements et sa peau. Le passant, réalisant la gravité de la situation, a réagi rapidement. Malgré le risque pour sa propre vie, il a grimpé sur le train, tentant désespérément d'éteindre les flammes qui enveloppaient Anna. Il a utilisé ses mains et ses vêtements pour essayer d'étouffer le feu. Mais il était déjà trop tard. Les secours ont été appelés et Anna a été transportée à l'hôpital. Les brûlures couvraient plus de 50% de son corps. L'équipe médicale a travaillé d'arrache-pied pour la sauver, mais les dégâts étaient trop importants. L'électricité avait non seulement brûlé sa peau, mais aussi causé de graves blessures internes. Après une courte lutte pour sa vie, Anna a succombé à ses blessures. Son amie, qui avait été projetée du train, a également été hospitalisée. Elle a survécu, souffrant de brûlures mineures et d'un choc émotionnel. Dans ses déclarations à la police, elle a raconté qu'elle voulait simplement prendre une photo mémorable. Elle n'avait pas pensé au danger qui les surplombait. L'idée de capturer le selfie ultime avait éclipsé toute préoccupation pour leur sécurité. Le passant qui avait tenté de sauver Anna est resté profondément marqué par l'expérience. Il se promenait lorsqu'il avait vu les deux filles sur le train. Conscient du danger potentiel des câbles électriques, il avait essayé de les prévenir. Ses actions pour tenter d'éteindre les flammes étaient héroïques, mais même lui n'a pas pu empêcher la tragédie. Les conséquences de l'incident ont laissé une profonde cicatrice dans la communauté. La famille et les amis d'Anna étaient dévastés. Ce drame est devenu un exemple des risques liés à la tendance grandissante de prendre des selfies dans des lieux dangereux. La tentation de la célébrité sur les réseaux sociaux et le désir de se démarquer avaient conduit à une erreur fatale.
C'était le genre de cascade que Nichou Deschwal avait réalisé des centaines de fois auparavant, le genre de cascade qui lui avait apporté des millions de vues au fil des années. Mais cette fois-ci, les choses ont pris une tournure dramatique. Cette fois-ci, quelque chose a terriblement mal tourné et la vie de Nichou, consacrée à la création de contenus palpitants et dangereux pour ses millions d'abonnés, s'est arrêtée en un instant. Nichou Deschwal n'était pas un simple influenceur parmi tant d'autres. Avec plus de 1 500 000 abonnés sur YouTube et 1 300 000 followers sur Instagram, il avait construit un véritable empire en ligne. Son contenu sortait de l'ordinaire. Nichou s'était spécialisé dans les cascades impliquant de gros véhicules dans des terrains difficiles. Ses prouesses captivantes avaient totalisé plus de 300 millions de vues sur ses vidéos, dont l'une de ses vidéos les plus populaires avait recueilli à elle seule 25 millions de vues. Mais cette notoriété reposait sur une série de cascades de plus en plus risquées. Un pari avec le danger qui finirait par le rattraper. Les cascades de Nichou consistaient souvent à tester les limites de machines imposantes, en particulier des tracteurs, qu'il conduisait sur des terrains instables pour le plus grand plaisir de ses spectateurs. Pendant 3 ans, ses abonnés l'ont regardé avec admiration manœuvrer ces véhicules lourds, les faire tenir en équilibre sur 2 roues, exécuter des tours presque impossibles sur des sols mous, repoussant constamment les limites de ce que les machines et lui-même pouvaient supporter. Mais en ce mercredi fatidique, le danger est devenu bien réel. Ce jour-là, Nichou tentait l'une de ses cascades emblématiques en soulevant les roues avant d'un grand tracteur pour faire tenir le véhicule en équilibre précaire sur ses roues arrière. Cependant, le sol sous ses pieds était meuble et instable, rendant la manœuvre déjà difficile encore plus périlleuse. Bien que Nichou ait déjà réalisé des cascades similaires, cette fois-ci, la machine massive a commencé à basculer en arrière, les roues arrière perdant leur adhérence sur le sol instable. Le tracteur a basculé dangereusement et avant que quiconque ne puisse réagir, il s'est renversé complètement, s'écrasant de tout son poids sur Nichou. Nichou a été écrasé entre le châssis en métal du tracteur et le sol. Ses amis, présents pour filmer la cascade, ont crié d'horreur, impuissants face à cette tragédie qui se déroulait sous leurs yeux. Les conséquences de sa mort ont plongé ses fans et la communauté dans le choc et l'incompréhension face à cette perte soudaine et brutale d'un si jeune homme. Pour aggraver la situation, le jeune homme de 22 ans laissait derrière lui une épouse et un fils de 6 mois. Bien qu'il ait suivi un chemin dangereux, et bien que ses abonnés soient habitués à le voir frôler la mort dans chaque vidéo, personne n'avait imaginé que le risque deviendrait un jour réalité. Alors que les fans pleuraient la mort de Nichou Deschwal, des questions se sont soulevées concernant les facteurs ayant conduit à cet accident fatal. Des spéculations ont circulé en ligne, certains pointant du doigt des défauts possibles dans la conception du tracteur. Les fans ont noté que le système de protection anti-renversement, censé protéger Nichou, avait échoué de manière catastrophique. Certains ont suggéré que des pièces de rechange non adaptées avaient pu être utilisées, tandis que d'autres faisaient valoir que les tracteurs n'étaient simplement pas conçus pour réaliser le type de cascade que Nichou tentait régulièrement. La répartition du poids du moteur, la mollesse du terrain et la pression extrême sur la structure du véhicule s'étaient toutes combinées pour transformer cette cascade en accident mortel. Ce qui s'est passé sur cette rive à Panipat est la tragique conclusion de plusieurs années passées à poursuivre une célébrité en ligne à travers un contenu de plus en plus risqué. La mort de Nichou Deschwal rappelle de façon saisissante les dangers auxquels sont exposés les influenceurs lorsqu'ils cherchent à divertir en repoussant les limites physiques et mécaniques. Le 27 septembre 2024, à Tbilissi, en Géorgie, Arina Glazunova, une personnalité TikTok russe âgée de 27 ans, passait une soirée avec des amis. Connue pour sa personnalité pétillante et ses mises à jour régulières sur les réseaux sociaux, Arina partageait beaucoup de sa vie avec ses abonnés, y compris ses aventures de cette nuit-là. Alors qu'il se promenait dans Tbilissi, elle enregistrait une vidéo capturant des moments de joie avec ses amis. Au cours de leur sortie, le groupe s'est retrouvé à une station de métro. Il faisait sombre et seule la lumière de la station éclairait les lieux. Près des escaliers menant au souterrain, Arina a décidé de chanter une chanson du groupe russe Hunger Boys intitulée For the Last Time. Son ami a enregistré sa performance avec son téléphone. Concentrée sur son chant et sur la caméra, Arina n'a pas remarqué un petit muret à hauteur de genou situé à l'extrémité des escaliers. Dans un tragique faux pas, elle a trébuché sur cette barrière et a basculé dans le vide, disparaissant dans le passage souterrain en contrebas. L'enregistrement de ses amis a capturé ces derniers instants, y compris un cri
avant que la vidéo ne devienne noire, suivie par les voix paniquées de ses amis qui se précipitaient pour lui porter secours. Les médias locaux ont rapporté qu'Arina avait été immédiatement transportée à l'hôpital. Elle avait subi de graves blessures, notamment un traumatisme crânien. Malgré les efforts des médecins, elle n'a pas survécu. Sa disparition a choqué ses amis et ses fans, transformant une soirée ordinaire en une tragédie. Peu après, un mémorial a été érigé à l'endroit où Arina était tombée. Des fleurs et des messages ont été déposés en sa mémoire, témoignant de la sympathie envers sa famille et ses amis. L'incident a également attiré une grande attention sur les réseaux sociaux, où la vidéo de son accident est rapidement devenue virale. Beaucoup se sont interrogés sur la sécurité de la station, notamment sur le muret bas qui avait causé la chute d'Arina. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont exprimé leurs préoccupations, l'un d'eux décrivant l'absence de garde-corps comme un danger majeur dans l'obscurité. Un autre a suggéré qu'une barrière améliorerait la sécurité, tandis que certains ont remis en question les risques liés au fait de filmer dans des lieux publics sans prêter attention à son environnement. Quelques-uns ont même appelé à des restrictions sur TikTok, frustrés par les dangers associés à l'enregistrement vidéo en état de distraction. Face aux inquiétudes croissantes, la mairie de Tbilissi a pris la parole. Les responsables ont expliqué que le design de la station de métro remontait à l'ère soviétique, répondant aux normes de l'époque. Kaka Kaladze, le maire de Tbilissi, a assuré que la station respectait les normes de sécurité actuelles. Cependant, le public restait sceptique et réclamait des mises à jour pour prévenir de nouveaux incidents. Le décès d'Arina a soulevé d'autres questions. Pourquoi une structure aussi risquée n'était-elle pas protégée ? Une simple mesure de sécurité aurait-elle pu éviter cette tragédie ? Ces interrogations ont largement résonné alors que les gens pleuraient sa perte. Un simple enregistrement vidéo, une habitude qu'Arina avait pratiquée des centaines de fois, s'est terminé par des conséquences tragiques. L'accident a également souligné le besoin d'améliorer les normes de sécurité dans les espaces publics, en particulier dans les zones très fréquentées. Dans les jours suivant son décès, beaucoup ont réfléchi à l'importance de rester conscient de son environnement dans les lieux publics et au danger de se concentrer excessivement sur les écrans en déplacement. Le mémorial à la station de métro demeure un rappel silencieux d'une vie fauchée trop tôt et un appel à la prudence. La famille et les amis d'Arina continuent de faire face à leur perte. Ils se souviennent d'elle comme d'une personne vive et joyeuse qui apportait du bonheur à ceux qui l'entouraient. Les vidéos qu'elle partageait autrefois pour divertir sont désormais devenues des souvenirs précieux, mais elles mettent également en lumière la douleur de son absence. La communauté de Tbilissi a également ressenti l'impact de cette tragédie. L'accident d'Arina a attiré l'attention sur les préoccupations liées à la sécurité publique, suscitant des appels à une meilleure infrastructure pour protéger les citoyens. Les discussions sur la mise à jour des mesures de sécurité sont devenues plus urgentes, beaucoup exigeant des changements immédiats. En fin de compte, la mort d'Arina Glazunova était un accident tragique mais évitable qui souligne l'importance à la fois de la vigilance personnelle et de la conception sécuritaire des espaces publics. Son histoire est un avertissement pour tous. Le 26 février 2021, à Milwaukee, dans le Wisconsin, la vie de la famille Arroyo a basculé à jamais. C'était une journée d'hiver comme les autres, mais une tragédie est survenue lorsque Ariani Jaylin Arroyo, 9 ans, s'est retrouvée absorbée par TikTok, son réseau social préféré. Ariani adorait danser, relever des défis et partager sa joie de vivre avec ses amis et sa famille sur la plateforme. Ses parents, Heriberto et Cristal Arroyo Roman, étaient conscients de son attachement grandissant à son téléphone et à l'application. Ils l'avaient déjà vu participer à des défis sans danger, pensant qu'il ne s'agissait que de simples jeux amusants. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'algorithme de TikTok était conçu pour garder les jeunes utilisateurs comme Ariani accrochés à l'écran en leur montrant des contenus toujours plus engageants, parfois beaucoup plus dangereux qu'ils ne le paraissaient. Ce jour-là, Ariani est tombée sur le Blackout Challenge ou défi de l'évanouissement, une tendance extrêmement dangereuse qui circulait sur TikTok. Le défi consistait à se priver d'oxygène jusqu'à perdre connaissance, pour ensuite revenir à soi quelques instants plus tard. À l'insu de ses parents, occupés ailleurs dans la maison, Ariani a décidé de tenter le défi. Elle a utilisé la laisse du chien familial pour reproduire ce qu'elle avait vu dans les vidéos TikTok. C'est son petit frère, Eduardo, qui a remarqué en premier que quelque chose n'allait pas. Il a trouvé sa sœur inconsciente, pendue à la laisse, et s'est précipité pour appeler leur père. Heriberto a couru auprès de sa fille et a tout tenté pour la ranimer. Ariani a été transportée d'urgence à l'hôpital, mais il était déjà trop tard. Elle avait été privée d'oxygène trop longtemps, et malgré tous les efforts de l'équipe médicale, elle était en état de mort cérébrale. Le 26 février 2021, Ariani a été déclarée morte à seulement 9 ans.
La famille Arroyo a été dévastée, submergée par la douleur et la culpabilité. Ils avaient fait confiance à la plateforme, pensant que les contenus proposés à leur fille étaient sans danger. Mais la réalité s'est révélée bien différente. En cherchant des réponses, ils ont découvert qu'Ariani n'était pas la seule enfant à avoir perdu la vie en tentant ce défi. En juillet 2021, une autre famille, à Temple, au Texas, a vécu une tragédie similaire. Erika Renee Walton, 8 ans, est morte en tentant elle aussi le Blackout Challenge. Sa famille l'a retrouvée pendue à une corde dans sa chambre, exactement comme Ariani. Brisées par la perte de leur fille, les familles Walton et Arroyo ont uni leurs forces. Ensemble, elles ont décidé de chercher justice pour Ariani et Lalani, mais aussi de prévenir d'autres familles de ces dangers. Elles ont fait appel au Social Media Victims Law Center qui les a aidées à porter plainte contre TikTok. Cette plainte affirme que l'algorithme de TikTok a délibérément mis en avant le Blackout Challenge auprès de jeunes utilisateurs, ce qui aurait conduit à la mort de leur fille. TikTok, de son côté, a nié que le Blackout Challenge ait été une tendance sur sa plateforme, affirmant que ce défi existait avant la création de l'application et qu'il n'a jamais été promu par elle. Mais ces déclarations n'ont rien apaisé la douleur des familles endeuillées. La plainte accuse TikTok de dépendance programmée en expliquant que l'algorithme a dirigé leurs enfants vers du contenu dangereux, entraînant leur mort. Les familles demandent des dommages et intérêts, mais surtout, elles veulent sensibiliser l'opinion publique aux dangers cachés des réseaux sociaux comme TikTok. Elles espèrent qu'en partageant leur histoire, elles pourront empêcher d'autres parents de vivre le même cauchemar. Des experts ont pris la parole pour alerter sur les risques des réseaux sociaux pour les enfants, soulignant l'importance pour les parents de parler avec leurs enfants du contenu qu'ils consomment en ligne. Les morts d'Ariani et de Lalani ont déclenché un débat plus large sur le rôle des plateformes numériques dans la vie des plus jeunes et sur leurs responsabilités en matière de sécurité. Ariani et Lalani étaient des petites filles pleines de vie, talentueuses, avec un avenir prometteur devant elles. Un avenir tragiquement interrompu par une tendance absurde sur Internet. Leurs souvenirs restent vivaces dans le cœur de leurs proches qui continuent à lutter pour la justice dans l'espoir d'épargner d'autres familles de telles tragédies. C'était le 28 mai 2013 à Cornwall, en Angleterre. Jacob Cockle, un chercheur de sensations de 28 ans et photographe professionnel, se tenait au bord de Cairnshew Pool, une partie de l'estuaire de Hale. Il avait toujours été attiré par le danger, capturant des moments extrêmes à travers l'objectif de sa caméra. Ce jour-là, il était sur le point de relever son prochain défi. Filmer un tourbillon créé par de vieux tunnels victoriens conçus pour évacuer le sable du port. Cependant, ce moment d'aventure se terminerait en tragédie. Jacob n'était pas un photographe comme les autres. Il était connu pour documenter des cascades risquées et des événements naturels à couper le souffle avec des millions de vues sur ses vidéos. Ce jour-là, il prévoyait de se filmer dans le tourbillon, portant une tête de cheval en plastique pour une touche humoristique. Son ami, David Wren, âgé de 70 ans, se tenait à proximité avec une caméra, prêt à filmer. Le tourbillon se tordait violemment, mais Jacob n'hésita pas. Il croyait savoir comment le gérer, ayant partagé des conseils sur la manière de faire face à des eaux dangereuses sur sa chaîne YouTube. Vers 19h30, Jacob fit un signe à David et demanda une caméra plus petite fixée à un mât de 2,4 mètres pour capturer des prises de vue sous-marines. Comme toujours, il était intrépide, ayant grandi en nageant dans la mer. Mais alors que la caméra tournait, l'impensable se produisit. Jacob fut aspiré dans le tourbillon. Il refit surface brièvement de l'autre côté, mais fut rapidement entraîné à nouveau sous l'eau. David se tenait impuissant sur le rivage, incapable d'intervenir. Malgré les compétences de nageur de Jacob, les puissants courants d'eau l'emportèrent. Il y avait des panneaux avertissant les gens de ne pas nager, mais Jacob les ignora. Il était un nageur accompli et avait déjà affronté des eaux dangereuses. Cependant, le tourbillon était impitoyable. En quelques instants, Jacob fut tiré dans un tunnel sous-marin disparaissant de la vue. La panique s'installa. David, accompagné d'un pêcheur à proximité, appela les services d'urgence. Malheureusement, il était trop tard. Le corps de Jacob émergea de l'autre côté de la piscine, inanimé. David et un passant tentèrent de le réanimer, mais leurs efforts échouèrent. Les équipes de sauvetage arrivèrent et évacuèrent Jacob par hélicoptère vers l'hôpital royal de Cornwall, où il fut déclaré mort. La cause du décès, noyade. Plus tard, une enquête révéla que Jacob avait des traces de kétamine, un tranquillisant, dans son système. Il reste flou de savoir si la drogue a affecté son jugement ce jour-là. Le médecin légiste a déclaré que la mort de Jacob était un accident, affirmant que, bien qu'ils prennent des risques, ils étaient généralement bien réfléchis. Dans ces derniers instants, il faisait ce qu'il aimait, capturer la puissance de la nature. La relation de Jacob avec la mer a commencé lorsqu'il était jeune.
Ayant grandi à Penzance, en Cornouailles, il avait passé une grande partie de sa vie dans l'eau. Sa mère, Caroline, se souvient que dès que Jacob était dans la mer, il était presque impossible de le faire sortir. Il a appris à nager tôt et a développé une passion pour le surf, la plongée et la natation. Mais son amour du danger s'est intensifié après une tragédie personnelle. Lorsque Jacob était adolescent, sa sœur aînée, Grace, est décédée d'une tumeur au cerveau. La perte a dévasté la famille et Jacob l'a été particulièrement touché. Lui et Grace avaient eu partagé un lien étroit, créant même un langage secret étant enfant. Sa mort a changé la perspective de Jacob sur la vie. Il a commencé à vivre sans peur, croyant qu'il devait vivre pour lui-même et pour Grace. Son décès l'a poussé à prendre plus de risques, sentant que la vie était courte et qu'il fallait la vivre sans crainte. La nature téméraire de Jacob ne se limitait pas à la mer. Il avait souvent l'habitude de sauter de hauts bâtiments dans l'eau. Une fois, il a sauté d'un immeuble de 3 étages dans le port de Penzance. Une autre fois, il a plongé dans le port devant une boîte de nuit, évitant de justesse d'être écrasé par un bateau. Malgré ses frayeurs, Jacob a toujours réussi à survivre jusqu'à ce jour. Au-delà de son goût pour le frisson, Jacob était un photographe incroyablement talentueux. Dans la vingtaine, il avait remporté des prix de National Geographic et du Sunday Times. Sa photographie, souvent centrée sur la mer, capturait à la fois sa beauté et son danger. En 2011, il a pris une image célèbre de 2 surfeurs emportés par des vagues de 30 pieds, risquant presque sa propre vie dans le processus. Son travail lui a valu une reconnaissance internationale. Juste quelques semaines avant sa mort, Jacob avait remporté une expédition de 28 000 livres pour l'Antarctique, une opportunité de rêve pour tout photographe. Mais il ne ferait jamais ce voyage. Ses amis et sa famille pensaient qu'il était sur le point d'atteindre ses plus grandes ambitions. Pourtant, au final, son amour pour les moments extrêmes lui a coûté la vie. La mort de Jacob a laissé un vide profond dans la vie de ceux qu'il aimait. Sa mère l'a décrit comme un esprit libre qui ne voyait aucun danger dans la vie, tandis que ses amis se souvenaient de lui comme quelqu'un qui vivait sans peur. Sa petite amie Rachel a évoqué comment, après la mort de Grace, Jacob sentait qu'il devait vivre pleinement pour eux deux. Le 26 septembre 2024, à Hillcrest, KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, Graham Dingo Dinkleman, un défenseur de la faune sauvage âgé de 44 ans, souvent surnommé le Steve Irwin de l'Afrique du Sud, travaillait dans sa salle aux serpents. Dingo était largement connu pour sa passion pour les reptiles et ses efforts pour sensibiliser le public à la faune grâce à sa chaîne YouTube et à son travail de conservation. Ce jour-là, cependant, une tragédie survint au cours d'une tâche qui aurait dû être routinière. Alors qu'il nettoyait la salle aux serpents de sa maison familiale, Dingo fut mordu par un mamba vert de l'Est, l'un des serpents les plus venimeux d'Afrique. Contrairement à ses précédentes rencontres avec des animaux dangereux, cette morsure déclencha une réaction allergique sévère qui évolua rapidement en une urgence médicale critique. Né le 15 juin 1980 à KwaZulu-Natal, Dingo avait nourri dès son jeune âge une passion profonde pour la faune. Son amour pour les animaux s'était développé pendant ses années au collège de Maritzburg et plus tard, grâce à son travail au sein du Natal Parks Board. Au fil des ans, sa fascination pour les reptiles s'était transformée en une mission de toute une vie. Il commença par secourir et réhabiliter des animaux chez lui avant de fonder en 2021 Dingo's Farm and Reptile Park. Ce sanctuaire offrait aux visiteurs l'occasion d'interagir avec la faune tout en promouvant la conservation et l'éducation. La vie personnelle de Dingo était étroitement liée à ses activités professionnelles. Avec son épouse Kirsty, qui partageait son amour pour la faune, ils travaillaient sur leur projet de conservation. Ensemble, ils avaient 3 enfants, Taylor, 14 ans, Maddie, 12 ans, et Rex, 9 ans. Toute la famille apparaissait souvent dans ces vidéos YouTube, montrant leur passion commune pour les animaux et créant un lien unique avec les spectateurs du monde entier. Le travail de Dingo était guidé par sa devise « Éduquer, inspirer, protéger ». Sa personnalité dynamique et son approche intrépide avec les animaux dangereux lui avaient permis de réunir plus de 100 000 abonnés sur YouTube et 650 000 followers sur Instagram. Qu'ils interagissent avec un redoutable mamba noir ou qu'ils nourrissent leur girafe domestique, Elliot, l'enthousiasme de Dingo était contagieux. Cependant, la morsure du mamba vert eut des conséquences catastrophiques en raison de son allergie au venin de serpent. La réaction fut immédiate et extrêmement grave. Kirsty partagea plus tard sur les réseaux sociaux que Dingo avait été mordu par un serpent venimeux, provoquant une réaction allergique sévère qui le plongea dans un état critique. Dingo fut transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins le placèrent sous ventilateur et le mirent dans un coma artificiel pour stabiliser son état. Malgré les efforts incessants de l'équipe médicale, le venin entraîna des complications graves. Pendant 1 mois, Dingo lutta pour sa vie en soins intensifs, sous forte sédation. Kirsty et leurs enfants lui rendirent visite quotidiennement, chérissant les moments passés à ses côtés.
Des messages de soutien et des prières affluèrent du monde entier, témoignant de l'impact de Dingo sur sa communauté. Kirsty publia régulièrement des mises à jour, exprimant sa gratitude pour ce soutien massif, mais la situation resta désespérée. Le 28 octobre 2024, un mois après la morsure, Dingo s'éteignit paisiblement entouré de ses proches. Dans une déclaration émouvante, Kirsty partagea que Dingo avait livré un combat extraordinaire mais qu'il était finalement parti en paix ce jour-là. Les hommages affluèrent de la part de fans, d'amis et d'autres défenseurs de la faune qui se souvinrent de Dingo comme d'une personne intrépide et compatissante, dévouée à la faune sauvage. Un fan déclara que Dingo l'avait inspiré à surmonter sa peur des serpents, soulignant sa passion inégalée et sa bienveillance. Beaucoup rappelèrent comment ces efforts avaient transformé la manière dont les gens percevaient les animaux, les incitant à les respecter et à les protéger. L'impact de Dingo sur la conservation allait bien au-delà de sa présence en ligne. Qu'il s'agisse d'enlever les cornes de rhinocéros pour les protéger des braconniers ou de poser des colliers GPS sur des éléphants, ces actions concrètes contribuaient à la préservation des espèces en danger. Sa mission dans la vie avait toujours été d'aider les gens à se connecter avec les animaux et à comprendre leur importance. Bien que ses réalisations professionnelles soient remarquables, la plus grande fierté de Dingo était sa famille. Kirsty raconta que leur décision d'instruire leurs enfants à domicile leur avait permis de voyager et de vivre des aventures incroyables avec la faune, comme travailler avec des lions sauvages. Ces expériences créèrent des souvenirs inoubliables et renforcèrent leurs liens familiaux. L'héritage de Graham Dingo Dinkelman continuera d'inspirer les générations futures à respecter et protéger la faune. Il restera à jamais dans les mémoires pour son courage, sa passion et son dévouement envers les animaux et les personnes qui s'en occupent. C'était une nuit paisible le 30 et 1 mai 2014, près de Denver, dans le Colorado. Amritpal Singh, un pilote de 29 ans, était aux commandes de son Cessna 150K. Singh, un aviateur passionné, aimait emmener ses amis pour des vols courts dans la région. Ce soir-là, son passager était Jatinder Singh, un musicien de 31 ans en ville pour un concert. Le vol devait être une simple balade agréable, mais il s'est terminé par une tragédie qui a choqué la communauté. Amritpal Singh avait l'habitude de documenter ses vols. Il fixait une caméra GoPro sur le pare-brise de l'avion, capturant des moments avec ses différents passagers. Les enregistrements montraient souvent Singh et ses compagnons prenant des selfies, parfois en utilisant le flash, même pendant des vols nocturnes. Bien que la GoPro n'ait pas enregistré le vol fatal, ces images ont fourni des indices cruciaux sur les événements ayant conduit à l'accident. Peu après minuit, le Cessna 150K de Singh a décollé de l'aéroport Front Range dans le comté d'Adams. La nuit était claire, mais les conditions sombres nécessitaient une attention accrue et une grande précision. L'avion monta régulièrement dans le ciel. Singh, habitué à cet itinéraire, entreprit ce qui aurait dû être un vol sans incident. Cependant, alors que l'avion montait, quelque chose tourna mal. La caméra GoPro n'a pas filmé le vol fatal, mais les habitudes observées lors des précédents vols ont permis de reconstituer le scénario. Singh avait tendance à prendre des selfies en plein vol. Les enquêteurs pensent que ce comportement s'est reproduit lors de son dernier vol. Vers minuit 10, quelques minutes seulement après le décollage, l'avion perdit le contrôle. Probablement désorienté par l'éclat du flash de son téléphone, Singh eut du mal à stabiliser l'appareil. L'avion entama une descente rapide et s'écrasa dans un champ de blé. L'impact fut dévastateur, tuant Amritpal et Jatinder sur le coup. L'épave fut découverte vers 7h30, environ 7 heures après l'accident. L'avion, fortement endommagé, avait rebondi une fois avant de se stabiliser à l'envers dans le champ. Le National Transportation Safety Board, NTSB, ouvrit immédiatement une enquête. Le rapport du NTSB mit en évidence l'utilisation du téléphone portable comme facteur de distraction pour Singh. L'éclat du flash aurait causé une désorientation spatiale, un état dans lequel un pilote perd la capacité de déterminer sa position par rapport à la Terre. Cette désorientation aurait entraîné un décrochage aérodynamique, suivi d'une spirale incontrôlée vers le sol. Selon les preuves montrant que le pilote utilisait un téléphone portable en vol à basse altitude, y compris juste avant l'accident, il est probable que cette distraction ait causé une désorientation spatiale, conduisant le pilote à perdre le contrôle, précisait le rapport. L'examen de l'épave n'a révélé aucune défaillance mécanique avant l'impact. L'accident fut uniquement attribué à une erreur de pilotage aggravée par la distraction. Les carnets de vol de Singh montraient un total de 726 heures de vol, mais seulement 27 heures de vol de nuit. Il n'était pas certifié pour voler de nuit avec des instruments ni pour transporter des passagers la nuit.
ce qui soulignait son manque de préparation pour ces conditions. Cet incident tragique mit en lumière les dangers des distractions en aviation. Les règles fédérales interdisent aux pilotes commerciaux et à leur équipage d'utiliser des téléphones portables ou des appareils électroniques personnels pendant les phases critiques du vol, telles que le décollage et l'atterrissage, ou lorsqu'ils volent à moins de 10 000 pieds. Toutefois, ces règles sont moins strictes pour les pilotes privés. Bien que ces derniers soient tenus d'éviter tout comportement dangereux ou imprudent, les réglementations concernant l'utilisation des téléphones portables restent floues. L'administration fédérale de l'aviation, FAA, s'attend à ce que les pilotes volent en toute sécurité. Cependant, de nombreux pilotes privés utilisent leur téléphone ou iPad pour la navigation et la communication. Une pratique qui peut devenir source de distraction si elle n'est pas bien gérée. Tony Moreno, instructeur de vol à la Rocky Mountain Flight School, souligna l'importance de rester concentré pendant les phases critiques du vol. Pourquoi prendre une photo à un moment aussi crucial? Pourquoi perturber votre concentration sur des tâches essentielles à ce moment-là? Questionna Moreno. Les conclusions du NTSB déclenchèrent des discussions sur la nécessité de réglementations plus strictes concernant l'utilisation des appareils électroniques personnels par les pilotes privés. Les preuves ont montré que la distraction, la désorientation et le manque de formation adéquate de signes pour le vol de nuit ont contribué à l'accident. Cette perte tragique de vie souligne l'importance de la vigilance et du respect des protocoles de sécurité. Le 14 juillet 2019, à Utica, dans l'État de New York, Bianca Devins, une jeune femme de 17 ans, fraîchement diplômée du lycée, était très active en ligne. Elle partageait ses passions pour la mode emo et les jeux vidéo. Pleine d'espoir pour l'avenir, Bianca prévoyait d'étudier la psychologie au Mohawk Valley Community College. Elle utilisait souvent les réseaux sociaux pour exprimer ses pensées et partager ses expériences. Mais ce jour-là, le destin de Bianca a pris une tournure tragique. Quelques mois auparavant, Bianca avait rencontré Brandon Clark, un homme de 21 ans sur Instagram. Leur relation s'était développée, bien qu'elle semblait avoir plus d'importance aux yeux de Brandon qu'à ceux de Bianca. Le 13 juillet, ils avaient assisté ensemble à un concert à New York. Le lendemain matin, en route pour Utica, une dispute a éclaté. Les détails restent flous, mais cette altercation a conduit à un acte violent mettant fin à la vie de Bianca. Après cet événement, Brandon a publié des images troublantes de Bianca sur des plateformes comme Instagram et Discord. Ces images ont rapidement circulé, choquant ceux qui les voyaient. Un internaute du Tennessee a contacté la police d'Utica après avoir vu une photo de Bianca présentant une grave blessure au cou, accompagnée d'une localisation mentionnant Utica. Lorsque les agents sont arrivés sur place, ils ont trouvé Brandon près de sa voiture avec des blessures qu'il s'était infligées en tentant de se suicider. Malgré ses blessures, il était conscient et continuait à publier des photos de lui-même en ligne. La police l'a maîtrisé et transporté d'urgence à l'hôpital, où il a subi une opération chirurgicale. La famille de Bianca était anéantie. Dans une déclaration, ils ont exprimé leur chagrin se souvenant d'elle comme une artiste talentueuse et une sœur, fille et cousine aimante. Ils ont évoqué son sourire radieux et leur douleur face à une vie brutalement interrompue. La mort de Bianca a eu un écho bien au-delà de sa famille. Dans les jours qui ont suivi, certains membres de la communauté incel en ligne ont soutenu Brandon, le glorifiant et publiant des commentaires blessants sur Bianca. Pour sa famille et ses amis, cette cruauté supplémentaire était une souffrance insupportable. Kimberly Devins, la mère de Bianca, a plus tard parlé du traumatisme provoqué par la diffusion des photos de sa fille sur Internet. Des inconnus envoyaient ces images à Kimberly et à Olivia, la sœur de Bianca, ou les identifiaient dans des publications remplies de messages haineux. L'insensibilité des réseaux sociaux semblait sans fin. Les amis de Bianca étaient également profondément affectés. L'un de ses proches, Young Shim, a exprimé sa colère contre ceux qui partageaient les images uniquement pour attirer l'attention, sans aucune considération pour Bianca ou ses proches. Certains soutiens ont cependant tenté de contrer cette vague de haine en honorant la mémoire de Bianca et en publiant des messages positifs. Des années plus tard, ses comptes sur les réseaux sociaux restaient actifs, attirant à la fois des messages de soutien et des commentaires négatifs. Lors de son procès, Brandon a plaidé coupable de meurtre au second degré et a été condamné à 25 ans de prison à perpétuité. Au tribunal, il a présenté des excuses, reconnaissant que Bianca ne méritait pas ce qui s'était passé et exprimant des regrets pour ses actes. Cependant, il a admis que ces excuses ne pourraient jamais réparer le mal qu'il avait causé. La nature de la relation entre Bianca et Brandon fait encore débat. Certains parlent d'une amitié, tandis que d'autres évoquent une implication romantique. Ce qui est certain, c'est que les sentiments obsessionnels de Brandon ont conduit à une issue tragique.
Les rapports du procès suggèrent que la jalousie aurait joué un rôle, Brandon étant possiblement contrarié par une interaction entre Bianca et un autre homme lors du concert. La mort publique de Bianca et l'exploitation de son histoire en ligne ont mis en lumière le côté sombre des réseaux sociaux. La diffusion massive des images graphiques et les remarques cruelles ont transformé son décès en spectacle, laissant sa famille et ses amis avec des rappels constants et douloureux. Kimberly Devins continue de s'exprimer, espérant sensibiliser sur les dangers des réseaux sociaux et la nécessité de mieux protéger contre l'exploitation en ligne. Récemment, elle est apparue dans la série Deadly Influence sur Investigation Discovery, qui explore les dangers des réseaux sociaux et leur impact sur les jeunes. L'histoire de Bianca est un avertissement sur les risques liés aux interactions en ligne. C'est le récit d'une jeune vie tragiquement interrompue par un acte insensé et de la douleur persistante causée par le rôle d'Internet dans sa médiatisation. Le 5 février 2021 devait être une soirée comme les autres au Urban Air Adventure Park de Nashville. Ce lieu, réputé pour être convivial et familial, allait pourtant être le théâtre d'une tragédie que personne n'aurait pu prévoir. Cet événement bouleversant a suscité un débat autour des réseaux sociaux, de la responsabilité et de la frontière floue entre divertissement et danger réel. Timothy Wilkes était un jeune homme de 20 ans, discret et responsable. Il avait travaillé plusieurs années chez Walmart avant de reprendre ses études pour se former en CVC, chauffage, ventilation et climatisation. Malgré son sérieux, Timothy avait une autre passion, YouTube. Ce soir-là, Timothy et un ami décident de tourner une vidéo dans le style des vidéos de prank, des farces de plus en plus populaires qui floutent souvent la frontière entre humour et menace. Leur plan consistait à simuler un braquage pour la caméra dans l'espoir de capturer les réactions de passants surpris. Un concept qui a accumulé des millions de vues sur la plateforme. Le lieu qu'ils avaient choisi pour leur vidéo était le parking d'Urban Air. À l'intérieur, des familles profitaient des attractions sans se douter de la tragédie qui se jouait juste à l'extérieur. C'est alors que Timothy et son ami se dirigent vers un groupe de personnes. Peut-être n'avaient-ils pas mesuré les conséquences de leur idée, ni réalisé à quel point elles pouvaient être dangereuses, non seulement pour les personnes piégées, mais aussi pour eux-mêmes. Au moment de s'approcher du groupe, Timothy et son ami étaient armés de couteaux de boucher. Pire encore, ces couteaux n'étaient pas des accessoires, ils étaient réels, tranchants et dangereux. Pour les spectateurs présents, ce n'était en rien une farce, tout ressemblait à un véritable braquage en cours. Parmi le groupe se trouvait David Starnes Jr., âgé de 23 ans. Ignorant qu'il faisait partie d'une vidéo scénarisée, Starnes aperçoit les couteaux et réagit par peur pour sa vie et pour celle des personnes autour de lui. En un instant, la situation dégénère, passant d'une farce mal conçue à une confrontation mortelle. Starnes, agissant en légitime défense, sort son arme à feu et tire sur Timothy Wilkes, le tuant sur le coup. Et ainsi, un jeune homme de 20 ans a perdu la vie. À l'arrivée de la police, Starnes a reconnu avoir tiré. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il ignorait qu'il s'agissait d'une farce et qu'il se croyait réellement en danger. Des témoins ont confirmé que Wilkes et son ami étaient en train de filmer un faux braquage pour une vidéo YouTube. Malgré le dénouement tragique, aucune charge n'a été retenue contre Starnes, la police considérant qu'il avait agi en légitime défense. La mort de Timothy Wilkes a profondément marqué sa grand-mère, Shirley Berry, qui a exprimé par la suite sa dévastation et son incompréhension. Elle a révélé qu'elle ignorait que Timothy participait à des vidéos YouTube, qualifiant cela de mystère pour elle. Alors qu'elle pleurait la perte de son petit-fils, elle espérait que d'autres pourraient tirer une leçon de cette tragédie. Elle a lancé un appel aux parents et aux tuteurs pour qu'ils soient plus attentifs aux activités en ligne de leurs enfants, en particulier sur des plateformes comme YouTube où des tendances dangereuses peuvent avoir des conséquences bien réelles. Ce qui s'est passé cette nuit-là à Nashville est une conjonction de mauvais choix, de peur et d'un malentendu fatal. Un jeune homme, avec tout son avenir devant lui, a perdu la vie, et un autre portera à jamais le fardeau d'avoir ôté cette vie, même en situation de légitime défense. Timothy Wilkes est rappelé comme un modèle pour ses jeunes frères et sœurs, un jeune homme sérieux et digne. Tout a commencé le 29 octobre 2024, dans le nord de la Suède. Storm Double, un youtubeur belge de 22 ans, parcourait seul la région isolée de Yuk, en Laponie. Passionné par la nature et la solitude, Storm consacrait son temps à explorer des terrains accidentés, documentant ses aventures sur sa chaîne YouTube Storm Outdoorsy. Malgré ses compétences en survie, ce voyage allait être son dernier.
Storm voyageait à bord de sa Peugeot 307, installant son campement dans des zones isolées et s'immergeant dans la nature. Ces vidéos, mêlant paysages à couper le souffle et conseils pratiques sur la survie en plein air, lui avaient permis de réunir une modeste audience de plus de 1100 abonnés. Pour Storm, la nature n'était pas qu'une passion, c'était un mode de vie. Son père a confié que Storm avait du mal à se connecter avec les gens et trouvait refuge dans la nature où il pouvait tracer sa propre voie. Le 29 octobre, le temps a viré au cauchemar. Une violente tempête de neige s'est abattue sur la région, faisant chuter les températures à moins 6 degrés Celsius, avec un ressenti de moins 18 degrés en raison du vent glacial. La tempête a déraciné des arbres et recouvert le paysage d'un épais manteau neigeux. Storm a filmé l'aggravation des conditions dans une vidéo envoyée à un ami, montrant la neige remplissant ses bottes et son sac à dos. Il a déclaré que cela allait empirer dans la nuit. Plus tard dans la soirée, il a envoyé un message à sa grand-mère pour la rassurer, écrivant qu'il neigeait beaucoup, mais qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Il s'en sortirait. Tragiquement, ce furent ses derniers mots. À 2 heures du matin, Storm a envoyé un signal de détresse au service de secours suédois, signalant qu'il était blessé et en grand danger. Cependant, la violente tempête a empêché les secouristes d'intervenir cette nuit-là. Pendant ces heures cruciales, Storm a tenté de rejoindre sa voiture, située à environ 14 km de son campement. On pense que sa tente a été emportée par la tempête, le forçant à braver les conditions extrêmes à pied. Sa mère a supposé que ses jambes et ses pieds avaient gelé, réduisant considérablement sa mobilité. Bien qu'il ait probablement essayé de se réchauffer avec les chaufferettes qu'il transportait, cela n'a pas suffi. Le matin du 30 octobre, la tempête s'était calmée, permettant aux équipes de secours de commencer leurs recherches. Vers 10 heures, ils ont retrouvé le corps de Storm sur le chemin menant à sa voiture, loin de l'emplacement initial de sa tente. Son sac à dos était presque vide, ne contenant qu'un sac de couchage et une brosse à dents. Les signes sur son corps témoignaient de sa lutte désespérée contre les éléments. Un nez cassé suggérait une chute pendant la nuit. Exposé à des vents violents et des températures glaciales, il a enduré d'immenses souffrances avant de succomber au froid. La nouvelle a bouleversé la famille de Storm. Sa mère, Elizabeth, a évoqué l'angoisse de l'attente. Toute la journée, ils avaient espéré qu'il serait retrouvé vivant. Lorsque la nouvelle de sa mort est arrivée, leurs espoirs se sont effondrés. Elizabeth avait du mal à imaginer les derniers instants de son fils, pensant qu'il avait dû souffrir longtemps avant de mourir, seul. Le père de Storm, Baudouin, l'a décrit comme une personne discrète mais déterminée, qui trouvait sa joie dans ses aventures en plein air. Ces vidéos sont devenues un héritage inestimable pour sa famille. Cependant, une partie de cet héritage manquait encore, la caméra de Storm. Celle utilisée pour documenter son dernier voyage était restée dans la tempête. Pour sa famille, la retrouver était devenue une mission. Baudouin prévoyait de retourner en Laponie au printemps, une fois la neige fondue, pour rechercher la caméra et d'autres effets personnels. Il espérait récupérer la carte mémoire qui pourrait offrir un aperçu des derniers moments de Storm. L'histoire de Storm a été comparée à celle de Into the Wild, le récit réel de Christopher McCandless, qui cherchait également la liberté dans la nature mais a connu une fin tragique. Elizabeth a reconnu les parallèles, mais a souligné que leur priorité était de se souvenir de Storm tel qu'il était réellement. Il ne voulait pas en faire un héros, mais simplement que les gens se rappellent de lui comme une personne discrète, avec une profondeur qui touchait tous ceux qui le connaissaient. Le voyage de Storm dans la nature sauvage reflète son esprit aventureux et rappelle le pouvoir impitoyable de la nature. Pour sa famille, son héritage perdure à travers ses vidéos et ils espèrent préserver sa mémoire en découvrant les dernières pièces de son histoire. C'était une nuit chaude du 9 août 2015 à Vilaseca de la Sagra, un petit village près de Tolède en Espagne. David Lopez, un habitant de 32 ans de Vilasequilla, avait décidé d'assister à la course de taureaux annuelle avec ses amis. L'atmosphère était électrique, la foule s'attroupant pour assister à cet événement audacieux. David, connu pour son amour des vidéos sur son téléphone portable, n'avait jamais participé à une course de taureaux, mais il était attiré par l'excitation et la possibilité de filmer quelque chose d'exceptionnel. Aux alentours de 1h40, David et ses amis s'étaient installés derrière les barrières métalliques, une zone protégée conçue pour garantir la sécurité des spectateurs face aux taureaux en furie. L'événement avait déjà commencé, et les taureaux étaient lâchés, courant à toute vitesse dans les rues, dans un spectacle chaotique de puissance et de tradition. Alors que les taureaux passaient devant lui, David remarqua une collision entre deux des imposants animaux. L'un des taureaux sembla perdre connaissance, s'effondrant immobile au sol. David y vit une opportunité de capturer une vidéo unique. Ignorant les avertissements de sécurité et les barrières protectrices, il s'aventura dans la rue pour se rapprocher du taureau à terre.
Ses amis, inquiets, le regardaient nerveusement, tandis que David, concentré sur l'écran de son téléphone, ne percevait pas les dangers qui l'entouraient. Alors qu'il filmait la scène, un autre taureau qu'il n'avait pas remarqué chargea dans son dos. L'animal, agité et puissant, percuta David, le projetant en l'air. La foule poussa un cri d'horreur en voyant David tournoyer, tel une poupée, incapable de reprendre pied. Le taureau l'attaqua à plusieurs reprises, le frappant violemment au cou et à la cuisse. La scène était chaotique. Les spectateurs hurlaient et certains tentaient de distraire le taureau, mais il était trop tard. David gisait au sol, grièvement blessé. Les secours arrivèrent rapidement, lui prodiguant des soins d'urgence sur place. Il fut ensuite transporté à l'hôpital Virgen de la Salud de Tolède, où les médecins s'efforcèrent désespérément de lui sauver la vie. David reçut 2 litres de sang et subit une intervention chirurgicale d'urgence pour stabiliser une grave blessure à la gorge. Malgré leurs efforts, il succomba à ses blessures vers 6 heures du matin. La mort de David bouleversa la communauté. Il était une figure familière à Villa Sequilla, où il vivait avec son grand-père et un oncle et effectuait des petits boulots pour subvenir à ses besoins. 2 étés auparavant, il avait travaillé comme maître nageur à la piscine municipale. Ses amis et sa famille étaient dévastés par cette perte tragique. La maire de la ville, Elena Fernandez, exprima sa tristesse en décrivant la mort de David comme un accident tragique et stupide. Elle souligna que David n'avait jamais été un participant des courses de taureaux et qu'il avait simplement pris une décision fatale en filmant l'événement depuis un endroit non sécurisé. Jesus Llosa, le maire de Villaseca de la Sagra, lança également un appel à la prudence. « Cela nous glace le sang », déclara-t-il. « Nous organisons ces événements comme une tradition pour que les gens puissent en profiter, mais de telles choses arrivent. Les taureaux sont des animaux dangereux, et lorsqu'il y a beaucoup de monde, certains ne font pas attention. Il faut être vigilant. » Le reste du festival fut immédiatement suspendu par respect pour David et sa famille en deuil. L'incident suscita une réflexion sur les dangers des technologies modernes et sur les risques que les gens prennent pour capturer des moments avec leur téléphone portable. C'était une journée ordinaire d'avril 2023 à Greenfield, dans l'Ohio. Mais pour la famille Stevens, cette journée allait se transformer en cauchemar absolu. Jacob Stevens, 13 ans, était un adolescent comme tant d'autres. Comme beaucoup d'enfants de son âge, il était également attiré par les réseaux sociaux, en particulier TikTok. TikTok, connu pour ses défis viraux, était rapidement devenu l'application préférée de Jacob. Mais un week-end, alors qu'il traînait avec ses copains, Jacob est tombé sur le Benadryl Challenge. Cette tendance dangereuse, qui circulait sur TikTok depuis 2020, consistait à prendre une forte dose de Benadryl, un antihistaminique en vente libre, dans le but de provoquer des hallucinations. Le défi impliquait d'ingérer entre 12 et 14 comprimés, soit bien au-delà de la dose recommandée. Voulant impressionner ses amis, Jacob a décidé d'essayer le défi. Il pensait que ce serait un petit moment de folie à filmer pour s'amuser. Tandis que ses amis le filmaient, Jacob a avalé une poignée de comprimés sans mesurer les terribles conséquences de son geste. Peu après, le corps de Jacob a violemment réagi. Il a été pris de convulsions incontrôlables. La panique a gagné ses amis qui ont compris que quelque chose allait très mal. Ils ont appelé les secours et Jacob a été transporté d'urgence à l'hôpital. Son état était critique et malgré les efforts acharnés des médecins, l'overdose avait causé des dommages irréversibles. Jacob a été placé sous ventilation artificielle, mais la situation était désespérée. Pendant 6 jours interminables, le père de Jacob, Justin, et sa grand-mère, Diana Stevens, ont gardé espoir qu'il pourrait s'en sortir. Le 6e jour, le verdict est tombé. Le cerveau de Jacob ne fonctionnait plus. Il ne se réveillerait jamais, ne respirerait plus seul, ne sourirait plus, ne parlerait plus. Face à cette réalité insoutenable, Justine a pris la douloureuse décision de débrancher son fils. Entourés de leur famille, ils ont fait leurs adieux. Jacob Stevens a été déclaré mort, laissant ses proches anéantis par le chagrin. Ses amis, qui avaient assisté à la scène, étaient traumatisés. Ce qui avait commencé comme un jeu s'est transformé en un cauchemar qu'ils porteront toute leur vie. Justine a commencé à témoigner, à partager l'histoire de Jacob avec le monde entier. Il voulait que les gens comprennent les conséquences réelles et dévastatrices de ces tendances virales. Il a même publié une photo de Jacob sous assistance respiratoire pour montrer la terrible vérité de ce qui peut arriver lorsque ces défis tournent mal. Ce n'était pas un jeu, a déclaré Justin. C'était trop pour son corps, et maintenant, il n'est plus là. La mort de Jacob n'était pas la première liée au Benadryl Challenge. En 2020,
Une fille de 15 ans de l'Oklahoma était elle aussi décédée après avoir relevé ce défi. Et malgré les alertes lancées par les autorités sanitaires et les prises de position de TikTok et de Johnson & Johnson, le défi continuait de se propager. Des adolescents mettaient toujours leur vie en danger pour quelques secondes de notoriété en ligne. La Food and Drug Administration, FDA, avait pourtant émis de nombreux avertissements sur les dangers des fortes doses de Benadryl, notamment les risques de problèmes cardiaques, de convulsions, de coma, voire de mort. TikTok affirmait supprimer activement les contenus dangereux et bloquer les hashtags associés, insistant sur sa volonté de garantir la sécurité des utilisateurs. Mais pour la famille Stevens, leur fils était déjà parti. Dans le sillage de cette tragédie, la famille s'est engagée dans un combat pour le changement. Elle a demandé des restrictions plus strictes sur la vente des médicaments en vente libre comme le Benadryl, ainsi qu'un renforcement des contrôles sur les réseaux sociaux, afin d'éviter que des mineurs n'accèdent à des contenus dangereux. L'histoire de Jacob a attiré l'attention des médias à l'échelle nationale et a relancé les débats sur l'influence des réseaux sociaux dans la vie des jeunes et les dangers des défis viraux. Pour la famille Stevens, la douleur de cette perte est un rappel constant de l'urgence du changement. Elle continue de se battre pour une prise de conscience collective, espérant que l'histoire de Jacob sauvera des vies et empêchera d'autres familles de vivre la même déchirure. Et dans leur deuil, ils s'accrochent à ce qu'il leur reste. Le 13 octobre 2024, à Talavera de la Reina, en Espagne, Lewis Stevenson, un influenceur britannique de 26 ans, était connu pour ses cascades audacieuses et ses aventures palpitantes qu'il partageait souvent sur les réseaux sociaux. Il captivait ses abonnés avec des photos prises à des hauteurs vertigineuses, reflétant son amour pour les activités à haut risque et rempli d'adrénaline. Ce jour-là, Lewis avait décidé d'escalader le pont de Castilla-La Mancha, haut de 192 mètres, l'un des plus hauts d'Espagne, sans aucun équipement de sécurité dans l'espoir de capturer une nouvelle image spectaculaire pour son Instagram. Malgré les avertissements répétés de sa famille concernant ces pratiques dangereuses, il était déterminé à aller jusqu'au bout. Cette ascension serait malheureusement sa dernière. Lewis était attiré par les aventures extrêmes et ses amis ainsi que sa famille connaissaient bien son esprit casse-cou. Son grand-père, Clifford Stevenson, a expliqué que Lewis n'était pas motivé par la célébrité ou l'argent. Il cherchait ces sensations fortes uniquement pour sa satisfaction personnelle. Sa petite amie, Savannah Parker, était inconsolable en se remémorant son dernier message, la veille de l'accident, où il lui disait qu'il l'aimait. Aucun des deux ne savait que ce seraient ses derniers mots pour elle. Tôt ce dimanche matin, Lewis s'est rendu sur le pont avec un ami de 24 ans. De fortes pluies avaient rendu les surfaces glissantes, mais Lewis n'a pas été découragé. Ils ont commencé l'ascension, atteignant environ 50 mètres de hauteur lorsqu'un drame s'est produit. Lewis a soudainement perdu sa prise et a chuté. La scène était déchirante. Un automobiliste de passage a appelé les secours qui sont arrivés rapidement. À 7h14, les autorités ont retrouvé son corps sans vie. Son ami, bouleversé par le choc, était initialement incapable de parler. La police a ensuite confirmé qu'aucune charge ne serait retenue contre lui. Les autorités locales ont rappelé que l'accès au pont était interdit, une restriction que Lewis avait choisi d'ignorer pour obtenir son cliché idéal. Savannah était anéantie par la perte et a partagé un détail qui rendait la tragédie encore plus dévastatrice. Lewis avait mentionné ne pas se sentir bien peu avant l'accident, disant même à son ami qu'il avait besoin de se reposer un moment. Savannah soupçonnait qu'il n'avait peut-être pas mangé, ce qui aurait pu aggraver son état. On lui a rapporté qu'il avait perdu connaissance avant la chute, un ajout glaçant à l'histoire, car il n'avait jamais connu de tels symptômes lors de ses précédentes cascades. Le décès de Lewis a bouleversé la communauté des amateurs de sensations fortes et des influenceurs. Les hommages ont afflué de la part d'amis partageant sa passion pour l'escalade à haut risque. Beaucoup ont réfléchi au privilège de l'avoir connu et à la tristesse immense de sa perte. D'autres ont exprimé leur gratitude pour le sentiment de liberté et la mentalité intrépide qu'il incarnait, honorant l'esprit aventurier qu'il insufflait autour de lui. Lewis partageait ses aventures à l'échelle mondiale sur son compte Instagram Expedition, documentant des ascensions sur des gratte-ciel et des structures dans le monde entier. Des gratte-ciel de New York au toit d'hôtels de Mexico, chaque publication reflétait son approche intrépide de la vie, inspirant des abonnés émerveillés par son courage. Quelques jours avant l'accident, le 3 octobre, il avait partagé une photo prise au sommet du stade de Nottingham Forest. Bien que sa vie se soit terminée tragiquement, l'esprit de Lewis continue d'inspirer sa communauté. Il restera dans les mémoires non seulement pour ses exploits audacieux, mais aussi pour la passion intense qu'il mettait dans chacune de ses aventures. Son histoire nous rappelle la fine frontière entre la recherche de sensations fortes et les risques sérieux que cela comporte.
La communauté locale de Talavera de la Reina a exprimé ses condoléances, attristée par cette issue tragique. Macarena Muñoz, conseillère à la sécurité citoyenne, a souligné les risques graves associés à de telles cascades et a réitéré l'interdiction de grimper sur le pont. Le conseil municipal a également mis en avant cet incident, rappelant les dangers de ce genre d'activité risquée. Alors que sa famille et ses amis font face à leurs pertes, des questions demeurent. Et si Lewis avait pris les avertissements plus au sérieux? Et si la météo avait été plus clémente? Et s'il avait été plus prudent ce matin-là? Ces questions troublantes ajoutent à la douleur de sa disparition prématurée. En janvier 2015, le modèle de fitness et acteur George Gregory Plitt Jr., plus connu sous le nom de Greg Plitt, n'était pas étranger aux vidéos audacieuses. Ce quadragénaire de 37 ans abordait la vie sans peur, un état d'esprit qu'il intégrait dans ses vidéos. Mais le 17 janvier 2015, ce qui avait commencé comme un tournage de plus s'est transformé en une perte déchirante, laissant des milliers de personnes en deuil. Greg Plitt avait toujours été une personnalité plus grande que nature, inspirant les autres par son physique impressionnant, sa discipline et sa détermination sans faille. Diplômé de West Point et ancien ranger de l'armée américaine, Plitt avait servi son pays pendant 5 ans, prouvant ainsi son dévouement et sa persévérance. Sa formation militaire avait forgé en lui un homme discipliné et travailleur, et sa confiance en lui était contagieuse. Après avoir quitté l'armée, Plitt s'était lancé dans une carrière dans le fitness et le mannequinat, devenant rapidement une figure dominante de l'industrie. Son visage et son corps sculptés ont orné plus de 250 couvertures de magazines de fitness, faisant de lui l'un des visages les plus reconnaissables dans le domaine. Mais Plitt n'était pas seulement un modèle de fitness. Il était également acteur, apparaissant dans la série télévisée Workout sur Bravo et le feuilleton Des jours et des vies de NBC. Son apparence avait même servi de modèle pour la silhouette musclée et divine du personnage de Dr Manhattan dans le film Watchmen en 2009. Il avait bâti un empire autour du fitness, de la motivation et de la discipline personnelle, attirant une immense communauté de fans admirant son éthique de travail et sa volonté de repousser les limites. Les fans affluaient sur ses réseaux sociaux pour s'inspirer, et Plitt était toujours prêt à les motiver. Cependant, sa soif de sensations fortes et son désir de toujours aller plus loin allaient finalement l'entraîner sur une voie fatale. Le 17 janvier 2015, Plitt et 2 membres de son équipe s'étaient installés le long des voies ferrées à Burbank, en Californie, pour filmer une vidéo destinée à promouvoir une boisson énergisante. Ce n'était pas la première fois que Plitt tournait sur ces rails. Il avait déjà filmé des vidéos de lui-même faisant des exercices sur les rails tandis que des trains passaient derrière lui. Cette fois, cependant, les choses allaient prendre une tournure tragique. Plitt commença à courir le long des rails, apparemment inconscient du train de banlieue Metrolink qui arrivait derrière lui. Alpiniste, parachutiste et amateur de sensations fortes, Plitt avait sauté de milliers d'avions au cours de sa carrière militaire. Le risque n'avait rien de nouveau pour lui, mais cette fois-ci, sa confiance l'a trahi. Lorsque le klaxon du train retentit, Plitt et son équipe pensèrent probablement qu'il se trouvait sur une voie adjacente. Il continua à courir, tentant de capturer le plan parfait, mais dans une cruelle tournure du destin, il était bien sur la même voie que le train arrivant. Ce qui s'est passé ensuite fut irréversible et terrifiant. Les enquêteurs ont plus tard déterminé que Plitt avait mal évalué la situation, peut-être sans réaliser que le train arrivait à toute vitesse sur la voie où il courait. Dans une tentative désespérée d'échapper à la trajectoire du train, Plitt essaya de se mettre hors de son chemin mais échoua. Le train, incapable de s'arrêter malgré les freins d'urgence activés par le conducteur, heurta Plitt, mettant fin à sa vie presque instantanément. La scène entière a été enregistrée par les caméras du train. Après sa mort, la famille, les amis et les fans de Plitt ont eu du mal à comprendre cette tragédie. Sa compagne, Christina Steiskal, expliqua en larmes qu'il cherchait simplement à obtenir le meilleur plan, résumant ce que beaucoup disaient de lui et de sa quête incessante d'excellence. Il vivait chaque jour sur le fil du rasoir, repoussant sans cesse ses limites, et c'est cette impulsion qui a finalement conduit à une erreur fatale. La mort de Plitt a été ensuite classée comme un accident tragique. Greg Plitt est décédé des suites de multiples traumatismes. Alors que ses proches pleuraient la perte d'un homme qu'ils décrivaient comme plus grand que nature. Les enquêteurs cherchaient à comprendre pourquoi une telle scène dangereuse avait été réalisée sans permis ou mesure de sécurité. Le tournage avait eu lieu dans une zone restreinte des voies ferrées et personne n'avait l'autorisation d'y être. La mort de Plitt est un rappel brutal des risques liés aux défis physiques, même pour quelqu'un d'aussi expérimenté et fort que lui.
Ses amis le décrivaient comme quelqu'un qui croyait qu'il n'y avait rien qu'il ne pouvait accomplir, mais ce jour-là, il a rencontré un obstacle qu'il ne pouvait surmonter. Greg Plitt laisse derrière lui un héritage marqué par une fin tragique, rappelant les dangers de la quête incessante de sensations fortes. Le 3 juillet 2018, un tragique accident s'est produit aux chutes Shannon en Colombie-Britannique, au Canada, lorsque 3 youtubeurs bien connus du groupe de voyage High on Life ont perdu la vie. Riker Gamble, Alexei Liak et Megan Scraper, célèbres pour leur contenu de voyage palpitant, exploraient la région ce jour-là. Leurs esprits d'aventure, qui avaient attiré des millions de followers sur les réseaux sociaux, ont finalement conduit à une issue dévastatrice. Riker et Alexei, tous deux originaires de Vancouver, ont créé la chaîne YouTube High on Life en 2012 avec leur ami Parker Hughes. Ils souhaitaient inspirer les gens à explorer le monde, à prendre des risques et à vivre pleinement. Au fil du temps, la chaîne a gagné plus de 500 millions d'abonnés sur YouTube et plus d'1 million de followers sur Instagram. Le groupe est devenu célèbre pour ses aventures audacieuses, mettant souvent en avant des cascades extrêmes dans des lieux à couper le souffle. Megan Scraper, une ancienne joueuse de hockey sur gazon et consultante en médias sociaux, a ensuite rejoint le groupe, apportant avec elle le même amour pour l'exploration et l'aventure. Leur message était toujours axé sur l'importance de vivre l'instant présent, de repousser ses limites et de tirer le meilleur parti de la vie. Le jour de l'accident, le groupe a décidé de se baigner dans l'une des piscines au sommet des chutes Shannon. La cascade, qui s'élève à 335 mètres, est la 3e plus haute de Colombie-Britannique. Bien que cet endroit soit magnifique, il est également connu pour sa dangerosité en raison des rochers glissants et des forts courants. Alors qu'il se tenait près du bord, Megan a tragiquement glissé sur les rochers mouillés et est tombée dans la cascade. Voyant sa chute, Riker et Alexei ont immédiatement plongé dans l'eau pour la sauver, mais les forts courants les ont également submergés. En quelques instants, tous les 3 furent entraînés dans la chute, plongeant presque 30 mètres dans la piscine en contrebas. Les témoins étaient horrifiés en voyant leurs amis disparaître. Les services d'urgence ont rapidement été alertés et des équipes de recherche et de sauvetage de la Gendarmerie royale du Canada, GRC, et de Squamish Search and Rescue sont arrivés. Malgré la rapidité de l'intervention, la récupération des corps a été difficile en raison du terrain dangereux et du fort courant. Il a fallu des heures pour retrouver leurs corps, qui ont tous été retrouvés à la fin de la journée. La nouvelle de leur décès s'est répandue rapidement, laissant leurs fans, amis et familles, le cœur brisé. Les réseaux sociaux ont été inondés d'hommages aux 3 jeunes qui avaient inspiré tant de gens à vivre des aventures. Les membres restants de l'équipe de High on Life ont publié un hommage émouvant qualifiant Riker, Alexei et Megan de personnes les plus gentilles, les plus chaleureuses et les plus déterminées. Ils ont exprimé leur profonde tristesse, affirmant « Le monde a perdu beaucoup de lumière avec leur disparition ». Le service des coronaires de la Colombie-Britannique a confirmé que leur décès était accidentel. Les conditions glissantes, provoquées par la brume et l'algue sur les rochers, ont été cités comme facteurs contributifs. John Wilcox de Squamish Search and Rescue a expliqué les risques liés aux zones comme les chutes Shannon dans une interview. Il a décrit les rochers comme du granit poli, souvent recouverts de brume et de lichen, les rendant extrêmement glissants. Il a averti que l'exploration de telles zones comporte un danger significatif. Cet incident a également attiré l'attention sur les risques encourus par les créateurs de contenus d'aventure extrême. High on Life avait déjà fait l'objet de critiques auparavant. En 2017, Riker et Alexei, avec un autre membre du groupe, avaient été condamnés à une amende et interdits d'accès aux terres fédérales américaines pendant 5 ans, après avoir marché sur des sources chaudes sensibles dans le parc national de Yellowstone. Malgré la controverse, leurs fans sont restés fidèles, attirés par le message du groupe qui prône une vie sans limite. Dans l'un des derniers posts Instagram de Riker, il a souligné l'importance de vivre l'instant présent et de profiter de la vie, un message qui a résonné auprès de ses abonnés. Les décès de Riker, Alexei et Megan ont laissé un impact durable sur la communauté YouTube et leurs fans. Leur passion pour l'exploration et la vie à fond a inspiré d'innombrables personnes, mais leur fin tragique montre les dangers qui accompagnent les aventures extrêmes. Bien que les chutes Shannon soient magnifiques, elles restent un endroit dangereux, surtout pour ceux qui sous-estiment ces risques. Les autorités continuent d'avertir les visiteurs de faire preuve de prudence et d'être conscients des dangers lors de l'exploration de telles zones. Le 11 décembre 2018, ce qui avait commencé comme une journée ordinaire à Houston, au Texas, s'est terminé en tragédie. Christian Estes Johnson, un jeune homme de 19 ans aspirant à rejoindre l'armée américaine, se trouvait chez lui, sur Ivy Knoll Road. Christian venait tout juste d'être diplômé du lycée.
où il avait été un élève engagé, pratiquant le football américain et le basketball, et membre actif d'un groupe chrétien local. Ce jour-là, il avait invité son meilleur ami, Mohammad Nour Al-Agil, âgé de 18 ans, à passer du temps avec lui. Comme beaucoup de jeunes, les deux amis avaient été influencés par une tendance dangereuse sur les réseaux sociaux, appelée le No Lakin Challenge. Le principe ? Pointer une arme chargée sur quelqu'un en lui demandant « Are you lakin ?» c'est-à-dire « Tu n'es pas armé, hein ?» Une manière de tester si l'autre est prêt à se défendre. Le jeu partait du principe que personne ne tirerait réellement. C'était censé être une simple preuve de sang-froid. Ce jour-là, dans la chambre de Christian, les deux jeunes ont décidé de tenter ce défi insensé. Christian a saisi son fusil AR-15, tandis que Mohammad a pris un pistolet semi-automatique. L'excitation du moment s'est transformée en drame lorsque Mohammad a appuyé sur la détente, tirant une balle en pleine tête de Christian. Celui-ci s'est effondré sur le coup, et l'ambiance nerveuse d'un jeu dangereux a soudain laissé place à l'horreur absolue. Les frères de Christian, présents dans la maison, se sont précipités dans la chambre pour découvrir leur frère inerte au sol. Paniqué, Mohammad a pris la fuite, abandonnant l'arme sur place. La nouvelle s'est rapidement répandue, laissant la famille de Christian sous le choc. Sa sœur, Shaira Estes Johnson, a exprimé publiquement sa colère et son incrédulité, refusant de croire que son frère aurait participé à une activité aussi irresponsable. Pour elle, Mohammad avait délibérément tué Christian. L'enquête policière a conduit à l'arrestation de Mohammad. Dans un premier temps, il a plaidé la légitime défense, affirmant qu'une dispute avait éclaté entre lui et Christian. Mais lorsque des témoins ont parlé du No Lakin Challenge, Mohammad a fini par admettre qu'il jouait à ce jeu au moment du tir. Lors du procès, le parquet a mis en avant la dangerosité extrême de ce défi et a souligné le passé criminel de Mohammad, rappelant qu'il était déjà en liberté sous caution pour vol aggravé. Les procureurs ont demandé une caution de 100 000 $ que le juge a finalement porté à 250 000 $, au vu de la gravité de l'affaire. L'avocat de la défense, quant à lui, a soutenu que le tir n'était pas prémédité, mais qu'il s'agissait d'un terrible accident provoqué par un défi absurde. Pour la famille de Christian, cette version des faits était inacceptable. Ils étaient convaincus que Mohammad avait eu l'intention de tuer leur fils, et ils ont été outrés qu'il ne soit accusé que d'homicide involontaire au second degré. L'affaire a suscité une vive attention médiatique, révélant les conséquences tragiques des tendances virales comme le No Lakin Challenge. La mort de Christian est un triste rappel des dangers réels que représentent ces défis en ligne. Ce qui devait être un test de courage a fini en drame absolu. La famille de Christian espère obtenir justice, mais surtout, elle souhaite que le monde se souvienne de Christian comme d'un jeune homme bien plus que la victime d'un jeu stupide. En partageant son histoire, ils espèrent éviter que d'autres jeunes commettent la même erreur fatale. Il était tard dans la nuit du 24 janvier 2022 au Lost Dutchman State Park, en Arizona. Richard Jacobson, un jeune homme de 21 ans originaire de Mesa, en Arizona, campait avec un ami au sommet de Flatiron, dans les montagnes Superstition. Richard, passionné par la nature, adorait la randonnée, la chasse et l'exploration de nouveaux endroits. Ce voyage, il l'attendait avec impatience depuis longtemps. Alors que minuit approchait, Richard et son ami, dont l'identité reste inconnue, décidèrent de prendre des photos pour immortaliser la vue spectaculaire de la nuit. Le sommet de Flatiron est réputé pour son terrain accidenté et ses vues à couper le souffle en faisant un lieu prisé des randonneurs et des photographes. Richard, enthousiaste à l'idée de capturer la silhouette de la ville en arrière-plan, s'avança vers le bord pour prendre un selfie. Peu après minuit, alors que Richard se positionnait pour obtenir le cliché parfait, il perdit l'équilibre. Le sol sous ses pieds céda et il glissa, tombant d'environ 200 mètres jusqu'au sol. Son ami, témoin de cette scène terrifiante, appela immédiatement les secours vers minuit 45, espérant désespérément un miracle. Le sergent Doug Peeble de l'équipe de recherche et de secours du bureau du shérif du comté de Pinal dirigea l'enquête et les opérations de secours. Il expliqua « Monsieur Jacobson s'était avancé pour prendre une photo de lui avec la silhouette de la ville en arrière-plan, mais il a perdu pied et a glissé. » Peeble précisa qu'aucun signe d'acte criminel ou de consommation de drogue n'avait été relevé. Il s'agissait d'un tragique accident. Le département de la sécurité publique de l'Arizona dépêcha rapidement un hélicoptère pour assister les opérations de récupération. Le terrain accidenté compliqua les efforts, mais l'équipe réussit à localiser le corps de Richard plus tard dans la journée, environ 200 mètres en contrebas de l'endroit où il avait chuté. Son ami fut évacué par hélicoptère, bouleversé et en état de choc. Richard Jacobson était connu de ses proches pour sa gentillesse. Andrew Thomas, un ami proche qui avait partagé une mission avec Richard en 2020, témoigna auprès des médias. « J'ai passé toutes mes journées avec Richard, donc je le connaissais très bien », déclara Thomas. C'était un amoureux de la nature, un chasseur, un randonneur,
Il faisait ce genre de choses et on pourrait dire qu'il est mort en faisant ce qu'il aimait, même si c'est de manière tragique. Thomas décrivit Richard comme quelqu'un qui traitait tout le monde avec respect et avait un grand sens de l'humour. Il faisait partie de ces gars que tout le monde aimait vraiment, et c'est triste de le perdre. Mais nous savons que ce n'est pas la fin, ajouta Thomas. Nous le reverrons un jour. L'accident tragique au sommet de Flatiron nous rappelle les dangers inhérents aux aventures en plein air. Le sentier Sifondro, l'un des itinéraires les plus populaires pour atteindre le pic de Flatiron, est connu pour son terrain escarpé et rocailleux. Les randonneurs y rencontrent souvent des éboulements et d'autres dangers, ce qui en fait une randonnée exigeante nécessitant prudence et concentration. La communauté en ligne a été frappée par une tragédie en juillet 2019 lorsque Grant Thompson, la star et créateur de la chaîne YouTube populaire The King of Random, a perdu la vie dans un accident troublant. Âgé de 38 ans, Thompson était connu pour son contenu inventif et souvent audacieux, mêlant expériences scientifiques et projets créatifs et pratiques. Sa mort a choqué des millions de fans qui avaient appris à admirer sa curiosité et son enthousiasme. Le parcours de Grant Thompson a commencé bien loin du monde de la célébrité virale. Né en 1980, Thompson était pilote de ligne commerciale à Farmington, dans l'Utah. À 29 ans, il a développé une fascination pour la compréhension du fonctionnement des choses. Dans son temps libre, il s'est mis à bricoler avec des objets de la maison et à expérimenter des principes scientifiques de base. Très vite, ses projets de loisirs ont attiré l'attention de ses amis et de sa famille. Encouragé par leur intérêt, Thompson a décidé de documenter ses expériences en vidéo et de les partager en ligne. En janvier 2010, Thompson a créé sa chaîne YouTube. Mais ce n'est qu'en 2011 qu'il s'est sérieusement engagé à réaliser des vidéos axées sur les astuces de vie, les expériences et les projets de bricolage. Un ami l'avait surnommé en plaisantant The King of Random, le roi du hasard, un nom qui a fini par s'imposer et devenir la marque de sa chaîne. En 2012, The King of Random grandissait régulièrement, captivant l'imagination des spectateurs grâce à un mélange de science amusante et d'innovation pratique. Les explications accessibles de Thompson, combinées à son énergie contagieuse, ont fait de la chaîne un succès. Au fil du temps, elle a attiré plus de 11 millions d'abonnés et accumulé plus de 2,5 milliards de vues. Le contenu de Thompson était varié, impliquant souvent de grandes quantités d'objets du quotidien, des expériences originales et des projets uniques de type comment faire, captivant les spectateurs avec des vidéos divertissantes explorant les possibilités cachées. Qu'il s'agisse de démontrer comment fabriquer des feux d'artifice maison ou de tester la résistance du ruban adhésif, sa chaîne est devenue incontournable pour ceux qui s'intéressaient aux possibilités de la science de tous les jours. Malgré son succès, les activités créatives de Thompson l'ont parfois mis en conflit avec les autorités locales de l'Utah, en raison de la nature expérimentale de ses projets qu'il filmait dans son jardin. Cependant, sa passion pour la découverte est restée inébranlable et son influence dans le monde en ligne n'a cessé de croître. En 2019, Thompson était devenu une figure bien établie de la communauté YouTube. Mais malgré sa renommée, il restait profondément engagé envers sa famille, notamment sa femme et ses 4 fils. Dans les mois précédant sa mort, il avait commencé à se détacher des exigences quotidiennes de sa chaîne pour passer plus de temps avec eux. Malheureusement, c'est durant cette période que son esprit aventureux l'a mené à la tragédie. Le 29 juillet 2019, Grant Thompson est parti pour ce qui devait être une sortie mémorable de parapente près du parc d'État de Sand Hollow à Hurricane dans l'Utah. Il avait commencé à pratiquer le parapente seulement 5 mois auparavant, une activité qui correspondait à son goût du risque, bien connu de ses abonnés. Mais Grant Thompson n'est pas rentré chez lui ce soir-là. Naturellement, sa famille s'est inquiétée et a contacté les autorités locales. Une recherche a été lancée et les agents ont utilisé le localisateur GPS que Thompson portait pour retrouver sa dernière position connue. Quelques heures plus tard, les secouristes ont fait une découverte macabre. Ils ont trouvé le corps de Grant Thompson et son équipement de parapente dans une zone reculée et accidentée du parc. Un hélicoptère médical a été déployé pour récupérer les restes de Thompson. Tragiquement, des images de son dispositif d'enregistrement ont capturé les derniers instants précédant sa mort. Selon les enquêteurs, un changement soudain de vent a provoqué un courant ascendant qui a fait s'effondrer le parachute de Thompson. Bien qu'il ait tenté de déployer son parachute de secours, il était trop proche du sol, à environ 30 mètres, pour qu'il puisse s'ouvrir complètement. Thompson est décédé sur le coup, seulement 4 secondes après la défaillance. Une vidéo intitulée
Grant Thompson, en mémoire, a été publié sur sa chaîne le lendemain de sa mort, rendant hommage à l'homme qui avait bâti une communauté mondiale autour de la curiosité, de l'apprentissage et de l'expérimentation. C'était une froide nuit de novembre, en 2017, lorsque James William Stobbe, mieux connu sous le nom de Stob the Hobo, était dehors à faire ce qu'il aimait, voyager clandestinement en train. Stobbe était devenu célèbre sur YouTube pour documenter sa vie en tant que voyageur moderne sur les rails, montrant un monde dangereux que peu osaient pénétrer. Ses vidéos étaient plus que de simples clips de voyage en train. Elles étaient artistiques, accompagnées de sa musique au piano en arrière-plan, tandis qu'il traversait de vastes paysages. Son commentaire était sec, honnête et souvent humoristique, offrant un aperçu brut des risques liés au mode de vie qu'il avait choisi. Le 9 novembre 2017, Stobbe se trouvait dans le Maryland, filmant l'une de ses dernières aventures, mais quelque chose a mal tourné. Certains rapports indiquent que son sac à dos s'est accroché à un train Amtrak, le traînant vers la mort. D'autres suggèrent qu'il est peut-être tombé d'un pont en essayant de sauter dans un train et a fini sur les voies. Quelles que soient les circonstances exactes, l'issue fut tragique. James Stobbe est mort en poursuivant sa passion. Stobbe n'avait que 33 ans lorsqu'il est décédé. Mais en ces quelques années, il avait gagné un public fidèle. Ses vidéos étaient populaires non seulement à cause du danger, mais aussi grâce à son style unique et son œil pour capturer la beauté de l'Amérique depuis un train de marchandises en mouvement. Son travail avait l'esprit des hobos de l'époque de la dépression, qui parcouraient les rails à la recherche d'une vie meilleure. Pour Stobbe, le voyage clandestin en train était plus qu'une simple montée d'adrénaline. Né de Michael et Mary Stobbe dans le Colorado, James avait toujours adopté un mode de vie non conventionnel. Ses amis le décrivaient comme intelligent, original et passionné par ses centres d'intérêt. Ses vidéos comportaient souvent sa propre musique au piano, mêlant sa créativité à un sens de la rébellion contre les normes sociales. À mesure que la popularité de Stobbe grandissait, les dangers auxquels il faisait face augmentaient également. Voyager clandestinement en train est illégal et risqué. Il parlait ouvertement de ses rencontres rapprochées avec les roues des trains et des dangers de sauter dans un train lorsqu'on est fatigué ou ivre. Dans une interview, il se remémorait un incident où il avait failli perdre la vie après avoir sauté d'un train en étant ivre et épuisé. Et sur une page commémorative Facebook, une personne a écrit « Il est mort en faisant ce qu'il aimait ». Sa chaîne YouTube comptait près de 11 000 abonnés, attirés par son contenu honnête, humoristique et souvent palpitant. Regarder Stobbe traverser des marais et des plaines donnait l'impression de le rejoindre dans son voyage. Cependant, sa mort a également attiré l'attention sur les véritables dangers du voyage clandestin en train. Certains ont spéculé sur les circonstances exactes de sa mort, mais le département de police de Baltimore n'a pas révélé beaucoup de détails. Pour la communauté des voyageurs clandestins, sa mort illustre les risques auxquels ils font face. Un utilisateur sur Reddit a averti les autres des dangers, écrivant « Voyager clandestinement en train n'est pas glamour ni romantique, ça peut vous tuer ». La mort de Stobbe a non seulement affecté ses fans, mais a profondément touché sa famille et ses amis. Il était un fils, un frère et un ami bien-aimé, connu pour son humour, sa compassion et son amour de la vie. Son avis de décès le décrivait comme une personne dont on se souviendrait à la fois pour son travail et pour l'empreinte qu'il avait laissée sur ceux qui le connaissaient. Bien que sa vie ait été écourtée, l'influence de Stobbe ne s'est pas arrêtée avec sa mort. Ses vidéos ont continué d'inspirer une nouvelle génération de voyageurs clandestins, comme un jeune homme du Colorado nommé Dancer qui a lancé sa propre chaîne YouTube en 2020. Inspiré par Stobbe, Dancer connaissait également les dangers, mais était attiré par la même montée d'adrénaline. La communauté des voyageurs clandestins a prospéré depuis le décès de Stobbe, beaucoup essayant d'honorer son héritage tout en naviguant à travers les critiques pour avoir promu un mode de vie dangereux. Pour eux, comme pour Stobbe, voyager clandestinement en train n'est pas juste un hobby, c'est une forme d'expression personnelle et un lien avec le passé. Mais comme le montre l'histoire de Stobbe, c'est un mode de vie qui peut entraîner des conséquences mortelles. C'était le 1er septembre 2023 à Worcester, dans le Massachusetts. Harris Woloba, un lycéen de 14 ans en seconde à la Doherty Memorial High School, vivait une journée comme les autres. Connu pour sa passion du basket et son caractère affable, Harris était un adolescent en pleine santé. Mais ce jour-là allait basculer dans le drame et déclencher un débat national sur les dangers des défis viraux. À l'école, un ami lui a proposé une chips Paqui dans le cadre du One Chip Challenge. Ce défi viral consistait à manger une chips extrêmement piquante, préparée à partir des piments les plus forts au monde, le Carolina Reaper et le Naga Viper Pepper. Le but, tenir le plus longtemps possible sans boire ni manger. Mais pour Harris, ce défi allait se révéler fatal. Commercialisée comme un produit insolite, la chips Paqui
étaient vendus individuellement pour environ 10 $, emballés dans du papier aluminium et présentés dans une boîte en forme de cercueil avec des illustrations sinistres et un avertissement clair, réservé aux adultes, à éviter pour les personnes fragiles ou sensibles aux aliments épicés. Malgré ces mises en garde, le défi avait gagné en popularité chez les adolescents à travers le pays. Harris a mangé la chips en cours, entouré d'amis curieux de voir sa réaction. Peu après, il a commencé à se sentir mal. La brûlure intense de la capsaïcine, la molécule responsable du piquant des piments, l'a submergé. L'infirmière scolaire l'a pris en charge et Harris a été conduit à l'infirmerie pour se reposer. Malheureusement, son état s'est aggravé. De retour chez lui, il a fait un nouveau malaise. Sa famille l'a transporté d'urgence à l'hôpital, mais il était trop tard. Harris Woloba, jeune et plein de vie, est mort d'un arrêt cardio-respiratoire. L'autopsie a révélé qu'Harris avait ingéré une forte concentration de capsaïcine, ayant provoqué l'arrêt cardiaque. Elle a aussi mis en lumière une cardiomégalie, cœur hypertrophié, et une malformation congénitale appelée pont myocardique, où une artère coronaire est enfouie dans le muscle cardiaque. Bien que ces anomalies ne soient généralement pas mortelles, elles l'ont rendu plus vulnérable aux effets de la chips. La nouvelle de sa mort s'est rapidement répandue, plongeant sa famille, ses amis et la communauté de Worcester dans le choc. Sa mère, Lois Woloba, dévastée, a confié lors d'une interview « Mon fils me manque tellement ». L'attention s'est alors portée sur le One Chip Challenge et son rôle dans ce drame. Popularisé sur les réseaux sociaux, le défi avait donné lieu à des milliers de vidéos montrant des participants, y compris des enfants, luttant contre la brûlure du piment. Les autorités sanitaires y avaient déjà alerté sur les dangers d'une consommation excessive de capsaïcine, surtout pour les personnes fragiles. Cette substance peut provoquer des réactions allergiques, des difficultés respiratoires, des troubles du rythme cardiaque, voire des crises cardiaques ou des AVC dans les cas extrêmes. Après la mort d'Harris, Paqui a réagi rapidement. Retrait du produit des rayons et messages de condoléances, la société a rappelé que la chips était réservée aux adultes et comportait des avertissements. Mais face aux nombreux signalements d'adolescents ignorant ces mises en garde, elle a arrêté le One Chip Challenge en septembre 2023. Malgré ces mesures, cette tragédie a soulevé des questions cruciales. La responsabilité des entreprises promouvant des produits non risqués et le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion de défis dangereux. Ce qui avait commencé comme un jeu audacieux s'est achevé en drame. Dans la foulée, des appels nationaux ont réclamé un encadrement plus strict de tels produits et une meilleure sensibilisation aux risques des défis viraux. Parents, enseignants et professionnels de santé ont exhorté les jeunes à réfléchir avant de participer à ces activités. L'histoire d'Harris nous rappelle l'importance de la prudence et de la responsabilité, pas seulement des entreprises et des plateformes, mais de nous tous. Le 19 juin 2019, à Brooklyn, New York, Desmond Amofa, un youtubeur de 29 ans connu sous le pseudonyme Etika, était une figure très appréciée dans le monde du gaming, particulièrement parmi les fans de Nintendo. Reconnu pour son énergie débordante et son charisme, Desmond avait construit une large communauté grâce à ses contenus captivants et à ses live-streams. Mais derrière son personnage en ligne, il luttait contre de graves problèmes de santé mentale. Les chaînes YouTube et Twitch de Desmond étaient extrêmement populaires, attirant des milliers de fans qui suivaient ses créations. Cependant, son comportement était devenu de plus en plus inquiétant au fil des mois. En octobre 2018, YouTube a suspendu sa chaîne EW Network après qu'il a publié des contenus enfreignant les règles de la plateforme. Cet événement a marqué un tournant dans la présence en ligne de Desmond, ses publications et live-streams devenant plus imprévisibles et parfois alarmants. En avril 2019, Desmond a diffusé en direct un face-à-face avec des policiers. Il a également publié des messages et des photos troublants en ligne, dont une où il tenait une arme à feu, laissant entrevoir une profonde détresse. Cet incident a conduit à une intervention policière et il a été hospitalisé pour une évaluation. Bien qu'il ait reçu de l'aide, ses combats intérieurs ont persisté. Le 19 juin, Desmond a publié une vidéo intitulée « I'm sorry » sur sa chaîne YouTube « TR, un Iceman ». Dans cette vidéo de 8 minutes, il exprimait ses regrets à ses abonnés, s'excusant pour son comportement récent. Cette vidéo a alarmé ses fans qui ont rapidement alerté les autorités. Peu après l'avoir publiée, Desmond a disparu. Le lendemain, la police de New York a sollicité l'aide du public pour le retrouver. Dans un tweet, ils l'ont décrit comme un youtubeur bien connu et ont exprimé leurs inquiétudes suite à sa vidéo récente. Malgré ses efforts, Desmond restait introuvable. Après 5 jours de recherche, le 25 juin, la police a confirmé que le corps de Desmond avait été retrouvé dans l'East River à Lower Manhattan. La communauté du gaming était en deuil. Fans, créateurs de contenu et même YouTube ont partagé des messages de condoléances.
Le compte officiel des créateurs de YouTube a reconnu l'influence de Desmond, exprimant sa tristesse face à sa disparition et adressant ses pensées à ses proches. L'histoire de Desmond a mis en lumière les pressions intenses auxquelles les figures publiques, en particulier les créateurs en ligne, sont confrontés. De nombreux experts estiment que la célébrité sur les réseaux sociaux peut exacerber le stress et aggraver les problèmes de santé mentale. Kaylee Cruzan, chercheuse à l'université Cornell, a noté que bien que les recherches sur les réseaux sociaux se concentrent généralement sur le grand public, il est crucial d'étudier l'impact spécifique qu'ils ont sur les influenceurs. Le comportement de Desmond dans ces derniers mois, y compris les messages inquiétants qu'il partageait sur Twitter, Reddit et YouTube, révélaient des signes évidents de détresse. Malgré le soutien de ses fans, il était clair qu'il avait besoin d'une prise en charge continue de sa santé mentale, qui, malheureusement, n'a pas été maintenue. Les efforts de la communauté en ligne pour l'aider ont mis en lumière les lacunes du système de santé mentale actuel, où les personnes en crise ne reçoivent souvent pas un soutien à long terme. Rod Breslau, consultant en e-sport, a réfléchi sur l'expérience de Desmond, observant que les pressions liées à la célébrité en ligne avaient probablement affecté son état mental. Breslau a souligné combien il est difficile pour les influenceurs de gérer un public aussi vaste, en particulier dans un environnement public et compétitif comme celui du gaming et du streaming. La tragédie de Desmond a suscité des discussions sur la nécessité de meilleures ressources en santé mentale pour les créateurs de contenu en ligne. Les statistiques des CDC montrent que les défis de santé mentale sont une préoccupation majeure pour les jeunes adultes aux États-Unis. Et les études suggèrent qu'un temps accru passé sur les réseaux sociaux peut engendrer des sentiments d'anxiété et de tristesse. Cependant, ces recherches négligent souvent les expériences des influenceurs qui font face à des pressions uniques pour interagir constamment avec leur audience. Le docteur Victor Schwartz, médecin-chef de la JED Foundation, a souligné l'importance de ressources en santé mentale adaptées aux jeunes. Il a plaidé pour des interventions plus proactives de la part des plateformes de réseaux sociaux, qui pourraient aider à connecter les individus en détresse avec des professionnels. Bien que la communauté en ligne de Desmond ait tenté de le soutenir, les moyens de ses fans et amis étaient limités. Le décès de Desmond a également ravivé les débats sur les responsabilités des plateformes de réseaux sociaux envers la santé mentale de leurs utilisateurs, en particulier ceux ayant une grande audience. Beaucoup espèrent que son histoire sensibilisera davantage aux luttes que traversent les influenceurs. Breslau a souligné l'impact de la vie et du travail de Desmond, affirmant qu'il était une figure importante dans les communautés Nintendo et Smash et que son héritage en tant qu'artiste serait toujours chéri. L'histoire de Desmond est un rappel des défis auxquels sont confrontées les personnes sous les projecteurs. Son combat illustre le besoin d'un soutien compatissant en santé mentale et d'un filet de sécurité plus solide pour ceux qui naviguent dans les exigences intenses de la célébrité en ligne. Son héritage souligne l'importance d'aborder les questions de santé mentale de manière plus ouverte et de créer un système qui soutient réellement les individus dans les moments difficiles. C'était le 10 septembre 2021, un soir frais à Moscou, en Russie. Dimitri Bechentsev, connu en ligne sous le pseudonyme Dimt, était un explorateur urbain et youtubeur de 34 ans, suivi par plus de 880 000 abonnés sur sa chaîne Beam of the Inquisition. Dimitri était passionné par la découverte de lieux oubliés et abandonnés qu'il partageait avec son public en mettant en avant leur beauté et leur mystère. Ce soir-là, accompagné de 2 amis proches, il avait pour projet d'explorer un vieux bâtiment situé sur la rue 1905. Dimitri avait déjà visité de nombreux sites délabrés, mais cette exploration allait malheureusement être sa dernière. Le bâtiment, une structure en briques de 5 étages construite en 1971, était abandonné depuis des années. Initialement prévu pour une rénovation, le projet avait été indéfiniment reporté, laissant l'édifice dans un état dangereux de délabrement. À côté, un ancien dépôt de tramway avait été reconverti en dépôt de bus. Malgré l'état précaire des lieux, Dimitri et ses amis voulaient monter sur le toit pour capturer une vue imprenable sur les toits de Moscou et créer du contenu pour sa chaîne. En s'approchant du bâtiment, ils progressèrent prudemment à travers son extérieur en ruine. À l'intérieur, les escaliers étaient partiellement effondrés et les couloirs jonchés de débris. Ils repérèrent une échelle de secours rouillée qui leur semblait être la meilleure option pour atteindre le toit. Les amis de Dimitri grimpèrent les premiers, avançant avec précaution pour éviter les sections instables. Dimitri suivit, sa caméra solidement attachée, prêt à immortaliser leur aventure. L'escalade n'était pas une nouveauté pour Dimitri. Au fil de sa carrière d'explorateur urbain, il avait gravi de nombreuses structures fragiles. Mais alors qu'il commençait son ascension, l'échelle de secours émit un grincement sinistre sous son poids. Soudain, les barreaux métalliques cédèrent. Les amis de Dimitri, toujours sur le toit, se retournèrent juste à temps pour le voir chuter de 5 étages.
L'impact fut dévastateur. Dimitri subit des blessures mortelles et perdit la vie sur le coup. Ses amis, choqués et impuissants, descendirent aussi vite que possible, mais ils ne purent rien faire pour le sauver. La scène était bouleversante. Dimitri, qui avait passé des années à explorer les coins oubliés du monde, avait tragiquement perdu la vie dans cette quête. Les secours arrivèrent peu après, mais il était trop tard. Les autorités bouclèrent la zone et des rapports furent établis, bien qu'il reste incertain si une enquête officielle sur la sécurité du bâtiment a été menée. La nouvelle de la mort de Dimitri bouleversa profondément sa communauté en ligne. Ses fans inondèrent sa chaîne de messages de deuil et d'admiration. Certains exprimèrent leur tristesse, tandis qu'un commentaire souligna que Dimitri resterait toujours dans les mémoires pour avoir montré la beauté des lieux oubliés. Un autre déclara que son esprit vivrait à travers son travail. Pour beaucoup, les vidéos de Dimitri n'étaient pas de simples explorations palpitantes. Elles offraient un aperçu de l'histoire oubliée et une occasion d'apprécier la beauté fragile des espaces abandonnés. Une de ses dernières vidéos, où il naviguait dans des tunnels souterrains de Moscou à bord d'un petit bateau, reste un hommage puissant à son esprit aventurier. Bien que ces sites abandonnés exercent une fascination indéniable, ils sont souvent structurellement instables. Planchers fragiles, murs en ruine, supports rouillés. Même des explorateurs chevronnés comme Dimitri ne sont pas à l'abri de ces dangers. L'exploration urbaine offre un mélange d'histoire, d'aventure et de mystère, attirant des passionnés vers des lieux oubliés depuis longtemps. Cependant, elle exige aussi prudence et respect face aux dangers potentiels. La mort de Dimitri est un rappel tragique de la rapidité avec laquelle les choses peuvent mal tourner, même pour les plus expérimentés. À travers ses vidéos, Dimitri a inspiré des milliers de personnes à voir la beauté dans la décrépitude et l'histoire dans les ruines. Son héritage perdure grâce à son travail, rappelant à ses spectateurs l'équilibre délicat entre aventure et sécurité. Le 5 décembre 2017, à Labinsk, une ville du sud-ouest de la Russie, Alexander Sacha Shechik, un jeune homme de 26 ans, s'est retrouvé dans une situation périlleuse. Connu pour son esprit aventureux, Sacha a décidé de poser avec une grenade active et de partager cette expérience avec ses amis. Dans un moment qui allait se révéler fatal, il a retiré la goupille de la grenade et commencé à prendre des photos. Sacha a envoyé ces photos à plusieurs amis, montrant qu'il tenait la grenade dont la goupille avait été retirée. Il semblait calme sur les images, mais ses actions étaient extrêmement dangereuses. Lorsqu'un de ses amis a reçu la photo, il a rapidement réagi avec inquiétude. L'ami a demandé « Où es-tu ? Est-ce que ça va ?» Sacha a répondu de manière ambiguë « Tout dépend de ce que « ça va » signifie pour toi ». Alarmé, l'ami lui a conseillé de ne pas faire de bêtises et a de nouveau demandé où il se trouvait. Cependant, Sacha n'a pas écouté cet avertissement. Contrairement à ce que Sacha pouvait penser, une grenade dont la goupille est retirée est hautement instable. Elle n'a pas besoin d'être lancée pour exploser. La goupille est le mécanisme de sécurité qui empêche la détonation. Une fois retirée, la grenade devient une bombe à retardement. Peu de temps après cet échange avec son ami, la grenade a explosé. L'explosion a été dévastatrice, tuant Sacha sur le coup. Le souffle de la détonation a causé des blessures graves, documentées par une photographie policière explicite montrant l'étendue de la destruction, confirmant que Sacha était mort sur place. Lorsque la police est arrivée, elle a rapidement sécurisé les lieux et commencé une enquête. Le comité d'enquête russe a pris en charge l'affaire, la considérant comme un accident et non un suicide. Leur investigation s'est concentrée sur la manière dont Sacha avait obtenu la grenade, un objet interdit aux civils. Les médias locaux ont rapidement couvert ce drame. Les reportages incluaient les détails des messages textes et des photos envoyées par Sacha avant l'explosion. Une source a noté que Sacha avait partagé ces images avec plusieurs amis, indiquant qu'il n'avait probablement pas l'intention de se tuer. Il semblait plutôt vouloir impressionner sans mesurer pleinement le danger. Dans l'un des messages, un ami, inquiet après avoir vu la photo, lui a dit « Écoute, ne fais pas l'idiot. Où es-tu » Malheureusement, Sacha n'a jamais répondu à cet appel désespéré. Son silence a laissé beaucoup de questions sur ce qu'il pensait dans ces derniers instants. L'enquête a révélé que Sacha n'avait pas réussi à réinsérer la goupille après l'avoir retirée. Cette erreur a condamné la grenade à exploser, ce qui s'est produit peu de temps après. Cette erreur tragique a coûté la vie à Sacha. Les autorités ont également enquêté sur la manière dont Sacha avait pu se procurer la grenade. Le trafic illégal d'armes en Russie est un problème bien connu, avec des circuits clandestins permettant aux civils d'acquérir du matériel militaire. Cet incident souligne les graves dangers associés à ces activités illicites. Pour les amis et la famille de Sacha, l'incident a été une perte choquante et déchirante. Il était connu comme un jeune homme plein de vie, souvent vu en train de plaisanter et de profiter de son temps.
Sa décision de manipuler une grenade active a été une erreur fatale qui a conduit à un dénouement tragique. Cet incident rappelle les dangers liés à la manipulation d'explosifs. Même si quelqu'un semble confiant ou joueur, la réalité est que ces objets sont extrêmement dangereux et doivent être manipulés avec une grande prudence. La mort tragique de Sacha soulève des questions importantes sur la disponibilité de ces armes et la responsabilité des individus dans des situations dangereuses. C'était le 26 novembre 2021 à Kongsberg en Norvège. Thor Eckhoff, mieux connu sous le nom d'Apetor sur YouTube, se préparait pour une nouvelle cascade audacieuse. À 57 ans, il était célèbre pour ses activités extrêmes comme le patinage sur glace et la baignade dans des lacs gelés, tout en buvant de la vodka. Il comptait plus d'1 200 000 abonnés qui regardaient avec enthousiasme son contenu. Ce jour-là, il s'était rendu à Jakobsdam, un lac gelé, avec l'intention de patiner sur la glace tout en se filmant. Cela semblait être un autre vendredi ordinaire pour Thor. Thor était connu pour prendre des risques dans ses vidéos, patinant souvent sur de la glace mince ou plongeant dans des eaux glaciales. Il adorait la nature et l'aventure, et ses cascades étaient un mélange d'humour et de danger. Avant de commencer son tournage, il avait envoyé à sa partenaire, Tove Skjerven, un message accompagné de photos de lui au lac, disant que les conditions étaient bonnes. Mais les choses ont pris un tournant tragique. Alors qu'il filmait, la glace sous Thor a craqué et il est tombé dans l'eau glacée. Bien qu'il ait déjà été dans des eaux froides et qu'il ait toujours réussi à s'en sortir, cette fois-ci, il n'a pas pu se relever. Des habitants à proximité ont entendu ses cris à l'aide et ont immédiatement appelé les secours. Les pompiers et les plongeurs sont arrivés rapidement et ont sorti Thor de l'eau. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital d'Ullevål, mais à son arrivée, il était trop tard. Thor avait été sous l'eau trop longtemps. Le 27 novembre, le jour suivant l'accident, les médecins ont pris la difficile décision de débrancher les appareils de maintien en vie. Tove et leur fils, Johannes, étaient à ses côtés lors de ces derniers instants. Ce fut une fin déchirante et soudaine pour un homme qui avait passé sa vie à repousser les limites. Les cascades de Thor étaient toujours dangereuses. Il patinait sur des lacs gelés, utilisant souvent une tronçonneuse pour se frayer un chemin et se baignait dans des eaux glacées tout en buvant de la vodka. Son mélange unique d'aventure et de comédie en faisait une figure adorée de la communauté YouTube. Juste 5 jours avant sa mort, Thor avait publié une vidéo célébrant son 57e anniversaire intitulée de manière humoristique « Je ne suis pas mort, j'ai 57 ans aujourd'hui ». Dans cette vidéo, il était assis dans une baignoire extérieure, buvait de la vodka et filmait des moments insolites comme embrasser un arbre. Ironiquement, ce serait l'une de ses dernières vidéos. Les fans étaient choqués et attristés par la nouvelle de la mort de Thor. Beaucoup le considéraient comme plus qu'un simple youtubeur. Il était l'incarnation de l'aventure sans peur. Sa dernière vidéo, qui avait presque 2 millions de vues, était remplie de commentaires de fans exprimant leur chagrin. Certains l'ont qualifié de légende, tandis que d'autres ont partagé comment ces vidéos avaient apporté de la joie dans leur vie. Tove a partagé sa douleur dans un poignant message sur Facebook, se remémorant les événements de ce jour-là. Elle a décrit comment Thor lui avait envoyé un message avec excitation au sujet du lac, juste avant que la tragédie ne frappe. Elle a expliqué comment les plongeurs avaient essayé de le sauver, mais n'avaient pas pu parce qu'il avait été sous l'eau trop longtemps. Elle a terminé son message en disant « Nous avons des souvenirs merveilleux sans fin et tu nous manques tellement ». La mort de Thor, bien que tragique, n'était pas entièrement inattendue. Ces cascades comportaient toujours des risques et ceux qui le suivaient le savaient. Il avait vécu sa vie sur le fil, testant constamment ses limites dans des situations dangereuses. Malheureusement, ce jour froid de novembre, le risque a fini par le rattraper. À la suite de sa mort, des hommages ont afflué de la part de ses collègues youtubeurs et de ses fans. Le youtubeur suédois Nimen a écrit sur Twitter « Il est mort en faisant ce qu'il aimait », en produisant ces vidéos loufoques et absurdes qui ne manquaient jamais de faire sourire les gens. D'autres fans ont partagé des sentiments similaires, se remémorant les rires et l'excitation que Thor avait apporté à leur vie. La chaîne YouTube de Thor, qu'il avait lancée en 2006, regorgeait de contenu reflétant son esprit aventureux. Que ce soit des road trips, des couchers de soleil ou des cascades sur glace, son amour pour la nature et l'aventure était toujours évident. Dans une interview, Thor avait un jour déclaré « Quand tu fais de la natation dans la glace ou que tu joues presque nu dans la neige, tu as un temps limité avant de devenir trop froid. Pendant ce temps, tu dois juste gérer le froid mentalement. » Sa force mentale lui avait permis de surmonter des défis, mais même sa volonté forte n'a pas pu le sauver à la fin.